Bien, bonjour à tout le monde. Merci d'être là, d'être venu pour cette deuxième rencontre franco-québécoise organisée conjointement par l'OICRM et la Société française d'analyse musicale. Merci d'avoir répondu à l'appel, merci de vous être inscrit et nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura une troisième séance en mai, probablement. Nous ne vous indiquons pas encore le sujet pour maintenir le suspense et aussi parce que nous n'avons pas encore complètement tranché entre plusieurs options, disons-le aussi très franchement. Mais ceci va être, nous annoncerons la prochaine séance et le thème très rapidement. Alors, cette séance va être intense puisque nous avons deux objectifs. D'abord, parler de ce thème de l'enseignement de l'analyse dans les conservatoires et dans les universités. Et ceci sera coordonné en particulier par Claude Abromont, qu'on a chargé, Sylvain et moi, de diriger les débats. Et puis ensuite, on passera à la remise des prix qui vont être accordés pour l'année 2020. Hein, nous sommes en 21, mais c'est les prix 2020 qui vont être accordés au concours, pour le concours d'articles pour la revue Musurgia. Et donc, il y a deux prix en lice. C'est le prix Jean-Jacques Natier, que je salue et que je remercie très amicalement d'être présent et d'avoir suscité cette initiative. Nous en sommes très fiers, très heureux, très honorés et nous le remercions infiniment. Et puis le prix SFAM Musurgia par ailleurs. Alors on vous expliquera ça tout à l'heure. Ce sera en fin de séance et je passe tout de suite la parole à Sylvain Caron qui va donner quelques éléments plus précis pour l'organisation de cette séance. Merci Jean-Pierre Bartoli et bienvenue à tous les participants. Nous sommes très heureux que vous soyez en si grand nombre et d'ailleurs d'autres affluent immédiatement. Je vous fais une bienvenue d'abord au nom de l'OICRM, l'Observatoire interdisciplinaire de recherche et de création en musique, depuis Montréal. Et nous sommes très heureux de cette collaboration avec la SFAM, puisqu'elle permet des échanges transatlantiques peut-être plus facilement que s'il fallait se déplacer en personne, même si c'est moins chouette, il faut l'avouer. Quelques petits conseils techniques. D'abord, nous vous demandons de fermer votre micro et aussi votre vidéo, puisque la bande passante étant très sollicitée, ça peut entraîner des bugs si jamais il y a trop d'images. Par ailleurs, on vous demande aussi de ne pas activer vous-même votre micro. Il y aura une période d'échange, mais on vous demande de lever la main. Donc, vous pouvez lever la main. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer où ça se trouve. Donc, zut, non, ça marche pas. Bon, écoutez, au bas de Vous votre... partagez directement le Zoom. Ouais. En bas de votre écran dans Zoom, vous avez d'abord la possibilité d'avoir l'outil Converser et qui vous fait apparaître une espèce de chat qui permet de faire des commentaires. Et faites attention, vous pouvez l'adresser soit à une personne ou soit à tout le monde. Donc, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez écrire via ce moyen. Vous pouvez aussi utiliser la fonction participant pour voir qui est là. Et si vous voulez parler, vous utilisez l'outil réaction pour lever la main, comme vous voyez, et ensuite vous abaissez la main lorsque vous avez terminé. Claude Abromont va modérer les échanges et vous accordera la parole. Nous vous demandons donc de ne pas ouvrir votre micro sans que la parole vous soit attribuée pour éviter une cacophonie. Merci et sans plus tarder, je passe la parole à Claude Abromont. Merci Sylvain. Alors, moi aussi, je fais quelques remerciements. Je remercie donc l'OICRM et la SFAM d'organiser une telle rencontre. Ça tombe bien en ce moment où nous avons tous un peu un sentiment d'isolement, voire d'éparpillement. Donc, un moment de rencontre comme cela est d'autant plus intéressant que l'éparpillement sera un petit peu la thématique de notre rencontre, parce que dans notre métier, nous rencontrons évidemment des éparpillements des personnes, des enseignements, mais aussi des cultures analytiques, des projets d'établissement, des méthodes, des corpus, des motivations des étudiants, on en parlera aussi aujourd'hui.
Même les diplômes ne sont pas les mêmes selon là où on se trouve. Les temps de cours ne sont pas les mêmes, d'échanges. Parfois, il y a des laboratoires, parfois, il n'y en a pas. Les métiers eux-mêmes sont divers dans la musicologie, et c'est une question qui se repose fortement avec le temps de pandémie. Les métiers sont, j'ai envie de dire, en danger, hein, donc de faire un échange, j'ai envie de dire, un peu professionnel comme cela, c'est passionnant. Et j'ai envie de dire aussi, les échanges entre nous, ils sont différents selon d'où nous parlons, parce qu'à l'université, il y a souvent cette idée des échanges. Les conservatoires ont moins cette tradition. Par contre, il reste évidemment les examens, les jurys, où on apprend énormément de choses. Ce sont d'autres moments où on voyage, où on se rencontre. Et aujourd'hui, donc, on va voyager, puisqu'on va avoir 3 interventions qui vont nous permettre de découvrir un peu différentes approches et différentes problématiques qui sont très différentes, plus concrètes, plus générales, vous allez voir. Donc la première intervention, c'est Sylvenine Borion. Je la remercie donc de cette première intervention. Je pense qu'un peu tous, vous la connaissez. Vous avez tous dû voir ou avoir ce livre qu'elle a écrit sur le style de Claude Debussy, un livre où elle crée des typologies très originales sur les duplications, les dualités, les répétitions. En ce moment, elle prépare un ouvrage sur analyser le langage tonal. Dans sa profession, elle enseigne l'analyse formelle et harmonique dans un premier cycle universitaire. Donc, ça sera l'objet de son intervention, et notamment, ce sera une présentation assez concrète, puisqu'elle va s'interroger aussi sur la motivation des étudiants et comment un professeur peut, avec différents outils, différentes innovations, arriver à intervenir sur cette motivation, la stimuler évidemment. Donc, Sylvine, nous t'écoutons. Bonjour, merci beaucoup pour la petite présentation. Je vais partager mon écran parce qu'en fait, j'ai préparé un document PowerPoint abondant où je vais vous montrer plein de trucs de ce que j'utilise dans mon cours. En fait, je vais vous faire une présentation quand même très pratico-pratique, comme on dit au Québec, là, très pragmatique de voilà, quelle était la situation dans laquelle je suis arrivée pour enseigner l'analyse à la faculté de musique, et puis un petit peu quels sont les objets de réflexion qui m'ont amené à prendre des décisions concrètes, pratiques pour construire mon cours. Donc, vous allez voir, c'est un truc un peu non conventionnel parce qu'en fait, je me suis posé la question il y a quelques jours de dire, bon, est-ce que je fais une présentation très sérieuse et très scolaire, ou est-ce que je fais comme je fais dans mes cours, puis j'ai décidé que je faisais comme je faisais dans mes cours pour vous parler de mes cours. Comme ça va vous mettre dans l'ambiance de ce que j'utilise pour mes étudiants, en fait, tout en vous expliquant le plus sérieusement du monde les raisons pour lesquelles je prends un peu ces décisions pédagogiques. Donc, voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran, déjà? Première question. C'est correct? Ok, superbe. Donc, c'est ça, la première chose que je voudrais… Donc, ce dont je vais vous parler, c'est finalement les contraintes du cours, quelles sont les différentes problématiques que j'ai eu à rencontrer, puis un peu les chevaux de bataille que j'ai eu à combattre pour construire un cours qui fasse sens et qui soit efficace. Puis justement, quels outils un peu j'utilise pour faire un cours d'analyse qui soit… apprécié et puis en même temps fructueux pour tous les étudiants. Donc, premièrement, pour donner un peu une idée à ceux qui ne sont pas à l'Université de Montréal, en quoi consiste mon cours d'analyse. Donc déjà, c'est un cours sur l'année qui est constitué de 14 séances par session. Donc, j'ai 28 séances de 3 heures chacune finalement pour à peu près leur faire traverser tout ce qui est analyse de base, analyse harmonique et analyse formelle du langage tonal, hein, exclusivement du langage tonal, je ne touche pas au discours d'après, et ni d'avant. Et donc, ce qui est important dans le cours que je donne, je trouve, enfin ce qui me donne un sens de responsabilité par rapport à ce cours, c'est que finalement, c'est un des seuls cours techniques obligatoires dans les différents programmes de formation qu'on offre à la faculté. Donc, en gros, en interprétation, en composition et en musicologie, tout le monde passe par mon cours d'analyse formelle et tonale. Donc, juste vous donner en 2 secondes un peu quel répertoire et quels sont les objets d'études, je viens de vous le dire, c'est la production de l'air tonal exclusivement à laquelle je m'adresse. Par contre, j'essaye vraiment de couvrir la totalité des genres et la totalité des instrumentariums sur ce répertoire-là. Puis l'objet d'étude, c'est principalement l'analyse formelle, c'est la vocation première de ce cours,
mais j'ai décidé aussi de faire plusieurs séances sur l'analyse harmonique, parce que bon, on le sait tous, nous qui sommes ici, ben, on ne peut pas faire une analyse formelle sans faire une analyse harmonique, sans prendre en compte le paramètre harmonique pour l'évaluation de la forme. Donc, ça a été un peu ça. Les contraintes de l'enseignement maintenant. 3 points principaux. Une des difficultés que j'ai rencontrées, c'est que cet enseignement, il n'est pas spécifique à un programme particulier. Je dois m'adresser à tous les programmes, je vous le disais tout à l'heure, de la faculté. Donc, je vais me retrouver avec des étudiants qui ont des intérêts très diversifiés par rapport à l'analyse. Typiquement, je vais avoir des étudiants en composition qui sont avides des informations que je leur donne parce qu'ils y voient tout de suite le potentiel d'application, les grands principes généraux dont ils peuvent tirer quelque chose dans leur propre pratique de la composition. C'est sûr que la partie d'étudiants qui sont en interprétation dans ma classe, ben, généralement, ils ont moins spontanément, évidemment c'est une généralité, mais de façon générale, disons que l'analyse est moins leur tasse de thé. Donc, en fait, en gros, je me retrouve dans une situation où je fais quand même face à, globalement, je ne suis probablement pas la seule, vous pourrez me dire après si c'est votre cas aussi, mais en gros, je me retrouve face à une population qui a un certain déficit d'amour et d'intérêt pour l'analyse musicale de façon globale, encore une fois, il y a toujours des exceptions. Et puis, troisième défi, le fait que je me retrouve face à des étudiants qui sont différents de ce qu'on aurait pu y avoir il y a 20 ans ou il y a 30 ans. J'ai des étudiants dont déjà les niveaux de formation sont extrêmement disparates. Je vais avoir des étudiants très bien formés et des étudiants qui ont beaucoup de retard à rattraper. Je vais me retrouver aussi avec des étudiants qui ont parfois des difficultés d'apprentissage ou bien qui ont tellement laissé rentrer dans leur cerveau la question des nouvelles technologies que je ne peux pas arriver avec un tableau noir, une craie, et puis penser que je vais faire le show avec ça. Donc, il a fallu que je mette au point des outils un petit peu plus interactifs, finalement, pour capter l'attention, disons, de tous, ou disons de la majorité. Donc, en fait, les 3 points sur lesquels je vais vous parler aujourd'hui, mes 3 objets de réflexion, ça a été qu'est-ce que je dois faire dans mon cours d'analyse. Je dois donner de la motivation, je dois donner de la formation, et puis je dois donner de l'autonomie, et idéalement, je dois donner du plaisir aussi. Donc, comment je m'y prends pour remplir ces 4 objectifs globaux par rapport à mon cours d'analyse? Donc, ça va être sur ces 4 objets que je vais revenir. Donc ça, c'est un peu les objectifs, les grands objectifs, puis pratiquement, de façon pratique, dans mes propositions, qu'est-ce que je vais amener pour remplir ces objectifs? Alors, on va passer assez rapidement. Je vous ai préparé plein de choses dans ce document. Le but, ce n'est pas de tout regarder dans le détail, c'est juste de vous donner un peu un aperçu des points de réflexion que j'ai eus. Donc, par rapport à donner de la motivation, quand je me suis assise face à mon écran noir d'ordinateur le jour où j'ai commencé à monter ce cours, comment j'ai organisé mon aspect motivation? Premier point, je me suis dit que de donner un plan d'études qui soit très clair et qui permette de voir dès le début la progression dans laquelle on s'enligne, ça allait être un bon objet de motivation, parce qu'au moins l'étudiant sait à quoi s'attendre, il sait exactement quel va être le parcours, donc il a une idée très très claire de ce qui l'attend, et généralement ça a un effet plutôt volontariste chez les étudiants qui sont en face de moi. Un autre point auquel j'ai réfléchi dès le début, ça a été la question de l'évaluation. Bon, moi, le cours d'analyse que j'avais subi à mon époque, quand j'étais moi-même étudiante au bac, donc à la licence, on avait des évaluations très ponctuelles, très séparées les unes des autres, ce qui fait qu'on pouvait tomber dans un marasme de 6-7 semaines où on touchait absolument pas à l'analyse, puis ça avait un effet démotivateur parce qu'on débranchait, puis ensuite, quand il fallait se remettre au travail parce qu'il y avait un travail ou un examen à rendre, bon, c'était plus dur. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est des petites évaluations, mais alors en continu. C'est-à-dire que chaque semaine, vous voyez un extrait de mon programme de cours. La semaine suivante du cours où j'ai parlé, par exemple, de lecture de partition d'orchestre, donc la lecture en clé, les instruments transpositeurs, la semaine suivante, il y a examen sur cette matière. Ensuite, là, je parle des structures d'accords. La semaine suivante, il y a un examen sur les structures d'accords, etc. Donc, il y a toujours une évaluation vraiment en continu qui permet aux étudiants de ne pas débrancher et d'être toujours en train de pédaler. Je remarque que ça les tient occupés, ça les tient motivés, ça crée une espèce d'hygiène analytique, disons-le comme ça, qui est très bénéfique.
Ensuite, des exigences élevées et toujours explicitées. Après chacune de mes séances de cours, je leur donne toujours une page de consignes. Voilà, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine? Et puis, quelles sont les exigences auxquelles il faut vous attendre de devoir répondre dans le contrôle de la semaine prochaine. Donc, voilà, votre examen vaudra tant de pourcents et vous aurez tel type d'exercice analytique à y effectuer. Ça aussi, ça leur permet de à la fois pas stresser, puis en même temps bien se préparer, puis savoir exactement à quoi s'attendre. Un autre point, j'ai créé des structures de cours, chacune de mes 28 séances, donc je vous disais, j'ai 2 fois 14 séances pour couvrir mon parcours, je vais vraiment avoir une structure de séance qui est très fixe, qui est très solide, avec déjà un examen sur la matière de la semaine précédente, ensuite une pause, ensuite je présente la matière, ensuite je présente les consignes, ensuite je remets les examens. Donc il y a vraiment un mode d'action qui est vraiment systématique. Une autre chose aussi que je m'arrange toujours pour faire, qui a un effet extrêmement motivateur, c'est qu'en fait, dans le cours que je dispense en classe, je ne vais jamais voir la totalité de la matière avec eux. Déjà parce que j'en ai pas le temps, parce que mes séances sont... le PowerPoint qui accompagne chaque séance est extrêmement chargé. Vous voyez ici, je vous ai mis, j'ai entre 70 et 120 pages en moyenne de PowerPoint par semaine, par séance, donc c'est quand même quelque chose de très lourd, donc je n'ai pas le temps de tout voir. Je vois les points essentiels, je vois 60-70% de la matière avec eux, je laisse plein de petits exemples que je ne vois pas et qui leur permettent ensuite, durant leur semaine, de revenir là-dessus, puis de retraverser ça par eux-mêmes, et donc de faire une partie du parcours tout seul. Et puis, bon, dernier petit point, une communication hebdomadaire avec mes troupes. Chaque semaine, je recommunique avec eux pour leur dire voilà où on en est, voilà, la semaine prochaine, il y aura telle affaire. Ça leur permet de rester vraiment à jour et de ne pas s'égarer. Et enfin, je fais systématiquement passer mon assistante de correction à chaque séance, de manière à ce qu'ils aient un autre son de cloche. Ils ont un renvoi sur leur degré de performance, sur les erreurs qui ont été récurrentes. C'est vraiment quelque chose de très aidant et qu'ils apprécient énormément. Donc ça, c'était pour le point motivation. Un point rapidement par rapport à la formation. Qu'est-ce que je leur amène vraiment comme compétence, disons, analytique. Donc, quand aussi au début, je me suis assise pour concevoir la totalité de mon parcours, je me suis vraiment demandé comment j'allais organiser ça, parce que l'analyse fait en sorte que finalement, on a besoin de tous les outils pour résoudre une question analytique. On utilise l'analyse harmonique pour analyser la structure de nos phrases. On utilise nos phrases pour analyser la structure globale de notre mouvement ou de notre pièce. Donc, tout est un peu imbriqué. Puis, je me suis vraiment demandé, OK, mais par où commencer le programme? Puis finalement, ce que j'ai décidé, c'est de partir des petits éléments pour aller vers les grands, de manière à ce que ce soit très cohérent. Donc, je pars de simplement la lecture de notes, les partitions d'orchestre, les différentes clés, les instruments transpositeurs, pour petit à petit aborder des niveaux hiérarchiques plus élevés, des entités de plus en plus grandes, et terminer par, à la fin du parcours, vous voyez, par les grandes formes, la forme sonate, les formes contrapuntiques. Donc, vraiment aller dans un ordre croissant, de manière à ce que les acquis de la semaine 1 leur servent à la semaine 2, puis à la semaine 3, puis à la semaine 4. Donc, avoir un parcours qui soit très cohérent, je dirais. Aussi, une autre chose que j'utilise pour vraiment leur donner de la formation, je vais essayer de m'adresser autant à ceux qui sont auditifs qu'à ceux qui sont visuels, parce qu'il y en a des pour qui voir les choses sur la partition, c'est beaucoup plus facile, d'autres les entendre, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vais toujours avoir cette double approche où j'ai systématiquement l'extrait sonore qui est diffusé sur mon PowerPoint, puis en même temps, je vais vraiment aller sur chaque extrait, ajouter énormément de symboles, de couleurs, d'éléments qui sont récurrents d'un cours à l'autre, de manière à ce que mes étudiants puissent vraiment, que ça leur apparaisse visuellement très clairement par rapport aux paramètres qu'on est en train d'étudier dans ce fragment de cours-là. Ensuite, offrir un cours à 2 vitesses. Qu'est-ce que j'entends par là? Mes cours, ils sont souvent formulés avec les éléments de base que vous devez savoir maîtriser impérativement. Et puis, il y a toujours des petites pages à droite et à gauche qui vont plus loin. Je vous donne un exemple. Mon cours sur la sixte augmentée, il y a des exercices de base où il s'agit simplement de savoir identifier la nature des différentes sortes de sixte augmentée, donc des exercices vraiment de base. Et puis après, je vais aller plus loin, l'utilisation de la sixte augmentée dans un contexte modulaire
récapitulant dans toutes sortes d'extraits, dans toutes sortes de contextes, donc avec des exercices qui sont un petit peu plus avancés, un petit peu plus complexes pour ceux qui auraient le goût d'aller plus loin. Ensuite, proposer des tableaux synthèse très fréquents. J'ai remarqué que chez mes étudiants, c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. Quand je leur fais un tableau synthèse, bon, si possible, agréable et amusant à regarder aussi au passage. Ici, vous voyez mon tableau qui est au tout début de la première séance sur l'identification des structures d'accords. Donc, je leur propose un petit peu un protocole pour savoir rapidement, face à un groupe de notes, identifier la structure d'accord sous-jacente. Donc, je vais systématiquement essayer de rassembler en une seule page la totalité des informations, ou en tout cas l'essentiel des informations que j'ai données pendant une séance. Vous voyez ici mon tableau sur les différentes sortes de textures. Donc, c'est quelque chose aussi qui les aide beaucoup dans leur formation et dans l'acquisition des connaissances. Troisième point, donner de l'autonomie, parce que l'analyse, ce n'est pas juste donner de l'information, puis ok, merci, bonsoir, j'ai fait un cours magistral théorique, puis voilà, c'est ça qui est ça. C'est aussi savoir le faire, puis savoir utiliser ces outils que je leur donne dans d'autres pièces, dans d'autres contextes, sur le répertoire qu'ils jouent, par exemple. Donc, comment je vais faire pour leur donner des outils qu'ils puissent appliquer ailleurs ? Donc, premièrement, premier point, évidemment, tous les documents que je crée pour mon cours, que ce soit les cours, les TP, les corrigés, tout est disponible sur le web dépôt, sur le studium de mon cours, de manière à ce que les étudiants qui ont envie de garder ça, de revenir là-dessus plus tard, pendant le cours, 2 ans plus tard, au soir de leur vie, puissent revenir vraiment à la matière. Ça, c'est important pour moi d'avoir cette distribution libre. Deuxième point pour l'autonomie, c'est que j'essaye vraiment de leur donner une stratégie, un parcours très fragmenté, même dans les opérations analytiques un petit peu complexes. J'essaye vraiment de donner un protocole pour arriver à la réponse qui soit très simple à appliquer. Vous voyez ici, je vous ai mis juste l'exemple de quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire la détermination du type de forme binaire face auquel ils peuvent se trouver. Donc, j'ai comme un questionnaire qu'ils doivent remplir, puis normalement, à la fin du questionnaire, crac, ils ont leur réponse, puis c'est simple à appliquer. Puis j'ai remarqué que pour les étudiants qui ont comme moins l'esprit analytique, hein, tout le monde n'a pas l'analyse dans le sang, bah, d'avoir un protocole très simple à appliquer, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup les aider, puis leur donner de l'autonomie pour après faire ça sur n'importe quelle autre pièce qu'ils vont rencontrer. Puis, dernier point de ce sujet par rapport à l'autonomie, donner des outils pour s'améliorer par soi-même. Pour chaque séance, pour chaque sujet de cours, donc chaque semaine de cours, il y a non seulement le cours qui fait entre 70 et 120 pages, mais il y a également un TP qui l'accompagne, qui est lui-même accompagné du corrigé du TP, où je vais leur donner toutes sortes de situations. Alors ici, vous voyez le TP du tout premier cours de mon parcours, à savoir la lecture en clé en instrument transpositeur. Donc, je vais leur balancer dans le TP toute une série d'exercices pratiques pour vraiment qu'ils puissent s'entraîner. Donc, des identifications d'intervalles avec différentes clés. Je vais avoir des tonnes d'extraits musicaux issus du répertoire dans toutes sortes d'instrumentations, dans toutes sortes de clés pour leur faire pratiquer ça, pratiquer, afin de développer quoi ? De développer le fondamental de l'analyse, à savoir des automatismes d'identification des phénomènes. Donc voilà, après ils ont des exercices de transposition d'une clé dans l'autre, pareil. Je leur mets plein d'extraits sur lesquels s'entraîner, et puis des exercices de transposition, de transcription plutôt d'instruments transpositeurs. Donc pareil, avec plein d'extraits. Puis ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait les étudiants l'utilisent. Je sais que j'en ai beaucoup qui sont très contents d'avoir ces outils-là. Ça leur permet vraiment de s'entraîner, puis développer ce plaisir d'avoir des automatismes. Puis enfin, il y a quelque chose qui est très utile aussi, qui est offert par la faculté de musique, par l'association étudiante de la faculté de musique, c'est le tutorat. J'ai plusieurs étudiants qui utilisent ce système, donc qui ont la possibilité, pour des frais très bas, d'avoir un tuteur qui est agréé par le prof, qui a déjà suivi le cours, et qui leur permet un peu d'être un mentor, d'être leur entraîneur personnel pour ceux qui sont en difficulté, puis qui ont besoin d'un petit coup de pouce de plus que les outils que je leur donne déjà. Puis enfin, je termine avec ça, donner du plaisir. Donner du plaisir, pour moi, c'était presque, je l'ai mis à la fin parce que c'est comme le point culminant, puis probablement mon objectif principal à travers cette démarche d'être prof d'analyse à la faculté de musique, essayer de faire en sorte que ce cours qui, à la base, est un pensum pour beaucoup, il
la première séance, je ne vous cacherai pas que je me heurte assez souvent à ce qu'on appelle au Québec des airs de bœuf. Là, je me retrouve avec des étudiants qui tirent la tronche parce que voilà, ils ne sont pas contents d'être là. Mais ce que je veux, c'est que 28 séances plus tard, ils se disent « Ok, c'était bien quand même, en fait. C'était quand même sympa, on a quand même eu du plaisir. » Donc, le plaisir, il passe par tout ce que je viens de vous présenter, développer des automatismes, sentir qu'on développe une véritable compétence. Mais je veux aussi que dans le cours du cours, ce soit aussi un peu amusant, parce que c'est amusant de faire de l'analyse. En tout cas, moi, je trouve ça très amusant. Donc, évidemment, vous l'avez vu dans les petites pages que je vous ai passées, j'adopte une approche volontairement ludique et attrayante, même si le contenu du cours, il est très sérieux, puis c'est vraiment quelque chose de très rigoureux. Je pense que j'essaye de leur proposer, mais la forme est sympathique, la forme est amusante, puis c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Il y a aussi un autre point par rapport à, de façon plus sérieuse, plus fondamentale, par rapport à avoir du plaisir, puis qui s'adresse aussi beaucoup ça aux compositeurs qui sont dans la salle. Aborder les principes fondamentaux de la composition, le pourquoi le compositeur a écrit ça de cette manière. Pourquoi ici Beethoven a écrit 2, 5, 1 avant d'écrire N, 5, 6. La raison un peu, je dirais presque psychomusicale, qui fait qu'il a écrit ça dans cet ordre-là et non pas l'inverse, et non pas inverser ces deux formules. Donc, je vais vraiment, dans la mesure du possible, essayer de réfléchir à pourquoi il fait ça, pourquoi Vivaldi fait souvent des cadences élidées, qu'est-ce que ça amène comme dynamique dans son écriture et dans le résultat sonore. Puis ça, c'est quelque chose que les compositeurs apprécient beaucoup parce que ça leur permet de voir ok, le principe fondamental qui est derrière cette chose technique, c'est quoi et comment je peux m'en resservir moi-même dans le langage, le discours qui m'est propre. Aussi, une autre chose par rapport à cet aspect de plaisir, je vous ai dit tout à l'heure, je pars des petits éléments au début de la première session pour aller vers les grosses choses, les gros éléments, les pièces entières, les formes entières, mais je vais toujours à tous les niveaux rappeler où on en est à l'intérieur de la hiérarchie entre la note qui est en bas puis la forme globale qui est en haut. Donc, je vais systématiquement faire comme ça un peu un jeu d'aller-retour entre le grand et le petit pour qu'ils voient les différents aspects du paysage puis qu'ils puissent mieux se repérer. Il me reste deux ou trois points, je pense. Une autre chose aussi que j'essaye que je fais assez systématiquement, donner un petit aspect historique. Il y a des étudiants qui sont très intéressés par la connexion avec les autres arts, par l'aspect historique de voilà, c'est quoi l'origine de tel terme qu'on utilise pour définir une forme, pour définir un concept analytique. Donc, je vais vraiment créer des capsules comme ça, historiques, des capsules langagières pour m'adresser aussi à ceux parmi mes étudiants qui pourraient être intéressés par ce genre de choses. Je vais aussi proposer des énigmes tout au fil, dans le fil de mon cours. Il y a de temps à autre, comme ça, une petite page avec une petite intrigue à laquelle je ne réponds pas forcément tout de suite, sur laquelle les étudiants les plus chevronnés peuvent avoir envie de réfléchir, de se creuser la bouilloire pour aller un peu plus loin finalement, puis de façon amusante, de façon ludique. Je crée aussi un cours qui propose des changements de rythme multiples. Je vous dis, je fais des capsules historiques. Ensuite, je vais faire un petit aspect plus théorique. Voilà, c'est ça, la matière fondamentale. On va tout de suite voir dans le répertoire une application. On revient à un autre aspect théorique. Ensuite, je leur propose une illustration d'un exemple construit par moi pour vraiment voir le mécanisme de façon dépouillée, de façon simple. Je reviens à un élément théorique. Donc, je vais vraiment créer un peu des cassures comme ça pour que le cours soit dynamique, que l'étudiant ne s'endorme pas, puis qu'il y ait constamment quelque chose un petit peu qui vienne le stimuler, parce que les jeunes qu'on a en face de nous, c'est des adeptes du zapping, et donc il faut aussi leur proposer une forme qui convienne à la forme de leur esprit. Donc, c'était un peu ça que j'avais à vous raconter. Puis donc, voilà, c'est tout ce dont on a parlé, résumé en une page, mais donc, c'est un peu tous ces concept un petit peu théorique que j'ai essayé d'appliquer dans le concret dans chacune de mes séances. Puis évidemment, c'est pas fini, il me reste encore des choses à faire. J'ai l'intention d'aller encore plus loin dans la construction de ce type de cours, notamment principalement en augmentant le nombre d'illustrations musicales des concepts. J'aime beaucoup leur donner des dizaines d'extraits du répertoire, pas forcément longs, des petits extraits dans toutes sortes de contextes instrumentaux pour qu'ils puissent appliquer tout de suite, puis voir que cet élément théorique
voilà ce que ça donne dans le concret. Donc ça, je veux essayer de fournir du matériel musical supplémentaire pour s'entraîner, pour le cours, pour eux-mêmes. Créer plus de capsules Enigma aussi. Ces capsules avec des petites intrigues, des petites énigmes, c'est quelque chose qui leur plaît énormément, puis sur lesquelles ils aiment bien réfléchir. Donc, c'est aussi quelque chose que je veux développer. Et donc, il me reste beaucoup de travail. Puis, je terminerai sur un point, bon, peut-être un peu plus personnel, mais qui est que à travers tout ça, toute cette réflexion sur comment m'y prendre pour faire passer mon cours d'analyse pour que ça se passe le mieux possible, en fait, peut-être ce que j'essaye de faire le plus fondamentalement, c'est de le faire avec amour. Ça fait peut-être pas très musicologique, c'est pas très colloque musicologique, mais je trouve que de m'adresser à chacun en particulier, même aux plus faibles, même aux moins intéressés, puis d'essayer d'aller les chercher sur le plan humain aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je vous ai raconté, mais voilà, c'était ça. Voilà. Eh bien, Sylvine, merci beaucoup pour cette intervention très vivante et très dense. Il y avait beaucoup de documents. Alors, là, on va faire un premier échange. Après chaque intervention, il y aura ainsi un échange sur l'intervention elle-même. Et après, il nous restera un temps si on a envie d'élargir un peu à des questions, des fois de structure pédagogique, de pédagogie elle-même. Enfin, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Moi, j'avais juste deux petites questions un peu pratiques que j'ai envie de demander. Est-ce que ce sont des cours qui sont uniquement en amphi ou est-ce qu'il y a des moyens d'avoir des petits ateliers avec, par exemple, nous, au conservatoire, on a souvent des moments autour du piano où il y a des petits groupes de travail. Là, c'est que des structures d'amphi? Oui, absolument. En tout cas, mon cours, je ne parle pas de tous les cours de la faculté. Il y a des cours plus spécialisés, par exemple, analyse d'œuvres du XXe siècle. C'est des plus petits groupes, c'est beaucoup plus restreint. Mais mon cours, étant donné qu'il s'adresse à quasiment tous les étudiants, à 90% des étudiants qui fréquentent la faculté de musique, c'est un cours en amphi. Donc, d'où aussi la difficulté, pour relancer sur ce que vous signaliez, la difficulté de réussir à aller les chercher et à les intéresser face à un groupe où je peux avoir 70 ou 80 étudiants devant moi. Donc, c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là aussi. Puis aussi, d'où le fait que j'ai créé ces TP très abondant à faire à la maison, avec un corrigé qui est très interactif, qui leur amène des éléments pour aller plus loin, de manière à un petit peu pallier le manque de contact vraiment intime, vraiment personnel avec l'étudiant. Et ma seconde question, après je laisserai d'autres poser des questions, c'est, j'ai l'impression que c'est le cours d'entrée en première année. Comment ça s'articule avec une progression pour les étudiants, ce cours avec, parce que là, ça attaque directement à la période tonale. Comment tout ça s'articule? Ouais, alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Mon cours, c'est un cours qui est siglé deuxième année déjà de licence. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les examens d'admission à la faculté, ceux qui sont jugés trop faibles pour rentrer directement dans mon cours passent par un cours qui ne fait pas partie du programme, c'est-à-dire qui n'est pas crédité pour leur bac, pour leur licence, qui est un cours un peu de mise à niveau, de propédeutique. Donc, il y a un cours d'1 an d'introduction à l'écriture et à l'analyse, tel est le nom du cours, qui les amène au niveau des exigences que j'ai dans mon cours. Donc, il y en a quand même un bon pourcentage, je n'ai pas les statistiques en tête, mais il y en a probablement un bon 30% qui ont fait le cours de mise à niveau pour arriver là où moi je les prends. Donc, il y en a plusieurs qui ont comme 2 années d'analyse, une année d'analyse un peu préalable, préparatoire, un peu de rattrapage finalement pour ceux qui n'ont pas les notions de base, parce que bon, c'est vrai qu'on soit quand même régulièrement pour qui voilà, la clé de sol et la clé de fa, c'est pas forcément un automatisme. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, ils ont un certain rattrapage à faire de notions de base pour vraiment rentrer ensuite plus confortablement dans le cours de Sylveline. Alors, si quelqu'un souhaite poser une question, il y a moyen de lever la main, ça vous permet d'ouvrir les micros. Michael Blum. Des mains qui se lèvent. Ouais, je vois Michael qui semble se lever une main. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Donc, voilà. Le micro est activé pour Michael.
Normalement, on vous entend. Michael, je crois qu'il n'y avait pas, Michael Blum, il n'y avait pas une question? C'était un applaudissement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Ah, excusez-moi, c'était un problème de mon côté. Tout d'abord, félicitations. Ah oui, ça va de soi. Alors moi, je suis dans un petit peu extérieur, hein, c'est-à-dire que je donne cours de culture musicale, mais à des étudiants en cinéma et en ingénieur du son, donc dans le domaine privé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout l'analyse musicale comme vous l'avez abordé, etc. Mais c'est concernant notamment l'aspect historique, donc le fait que fatalement la musique est le produit, si on peut dire, de la société dont elle émerge, etc. Est-ce que vous constatez quand même une grande disparité parmi vos étudiants sur les bases historiques dont ils ont hérité durant leurs humanités, par exemple? oui, une énorme disparité. Oui, une disparité entre sur une échelle de 1 à 100, je vais de 1 à 100, oui, absolument. Dans la population à laquelle je m'adresse, totalement. Et donc, par exemple, moi, je viens jusqu'à expliquer qu'est-ce qu'un protestant, qu'est-ce qu'un catholique, etc. Parce que des fois, ce n'est pas acquis. Malheureusement, ça prend du temps sur la matière principale. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous essayez de résorber cette disparité, justement, historique? De deux manières. Déjà parce que, premièrement, expliquer des notions de base que certains connaissent déjà, ça ne signifie pas forcément qu'ils vont s'ennuyer. J'essaie de m'arranger pour que même quand je fais du rattrapage de base sur quelque chose, même dans l'analyse, de réussir à rendre ce rattrapage-là intéressant pour ceux qui le savent déjà. C'est un premier point sur lequel je réfléchis. Un deuxième point, c'est que je ne vais pas nécessairement tout voir avec eux en cours, parce que sinon, comme vous disiez, ça prend trop de temps, puis ça empiète sur le reste. Donc, il y a aussi des éléments de rattrapage, par exemple, que je vais mettre dans mon cours écrit, dans mon PowerPoint, et que je vais renvoyer pour qu'ils le regardent par eux-mêmes. Donc, je ne vois pas, comme je disais tout à l'heure, je ne vois pas 100% de ce que je leur offre comme matériel. Je ne vois pas 100% avec eux, sinon ça ne me prendrait pas des séances de 3 heures, ça me prendrait des séances de probablement 4 ou 5 heures. Donc, je vais vraiment comme ça un petit peu jauger au coup par coup, parce que ce n'est pas systématique, mais de voir voilà comment un petit peu je sens le groupe, est-ce que j'ai besoin d'insister plus sur cet élément-là, est-ce que je le renvoie pour bon, ça vous regarderez ça par vous-même à la maison, je pense que c'est bien expliqué, vous pouvez comprendre ce qui se passe là-dedans. Tu vois, donc, essayer de jouer un petit peu sur le temps dont je dispose dans ma séance. Et alors, merci pour votre réponse. J'aurais tout justement sur l'aspect très technique. Là, alors, c'est le contrôle continu, hein, comme on pourrait dire. Donc, le fait que vous interrogiez à chaque fois, de nouveau, sur quelles sont les modalités. C'est-à-dire, vous cotez quoi sur 5, sur 10. Je veux dire, vraiment, là, c'est très technique. Hein, alors, voilà, mes examens, donc il faut que j'arrive à 100% à la fin de ma session. Déjà, j'ai un examen final qui vaut 25%. D'accord ? J'ai quand même gardé le concept d'examen final qui revoit la totalité de la matière. Donc, j'ai un dernier examen qui prend un quart des points de la session. Ensuite, j'ai 75% qui sont répartis dans les petits examens qui sont successivement. Ces petits examens, il y en a des plus petits, des plus faciles qui valent 5%, puis il y en a des plus gros qui valent 10%, pour un total de 75, plus mon examen final qui fait 25, parce que je ne voulais pas donner trop de poids à l'examen final aussi, parce que je sais combien des fois on peut arriver, on est nerveux, on est inquiet à l'examen final, donc je ne voulais pas donner un trop gros poids à l'examen final de manière à ce que les anxieux, ils sont de plus en plus nombreux, puissent ne pas paniquer devant l'examen final. Donc c'est pour ça que j'ai réparti le poids de mes différents examens de façon un petit peu plus équilibrée, plus équitable pour que ce soit… D'accord. Et donc, vous privilégiez l'écrit. L'écrit, oui, tout à fait, systématiquement. D'accord. Pas une question orale à 1 ou 2 étudiants. Non, absolument pas, c'est ça. Tous mes contrôles sont écrits. Évidemment, il y a des écoutes pour chacun des extraits qui sont à analyser. C'est pas ce que j'appelle de l'analyse à sec, là. Ils n'ont pas juste le texte, ils ont toujours la diffusion de l'extrait, mais il n'y a pas d'examen oral, absolument. D'accord, ça va. Voilà, merci beaucoup. De rien. On attend encore une dernière question.
Yana. Bon, mais je pense qu'on va passer à la seconde intervention, qui sera donc une intervention de Nicolas Gilbert. Et bonjour, donc un beau curriculum, parce que compositeur, j'ai regardé le catalogue, il est vraiment abondant, ça va du solo à l'orchestre, il y a des concertos, trombone, marimba, vibraphone. Il y a de l'humour aussi, parce qu'il y a une pièce qui m'a beaucoup intrigué, qui fait partie d'un style qui est la musique sérielle naïve. Donc je me dis que ça doit être assez passionnant à découvrir. À côté, il y a des romans, aussi 4 romans, peut-être plus, je ne sais pas, j'en ai trouvé en tout cas 4 sur le site. C'est vraiment un parcours qui donne vraiment envie de découvrir. Moi, je suis désolé, je n'ai pas encore, mais j'écouterai. Alors, sinon, vous êtes donc professeur au Conservatoire de musique de Montréal, et là, vous enseignez donc l'analyse et la composition. Et vous voulez nous parler d'une chose un peu plus ciblée cette fois-ci, et notamment, je crois, la théorie de Kaplan, qui était une théorie assez passionnante, qui est à la fin du siècle dernier, qui donne des outils, et donc avec l'idée que ces outils peuvent participer à former les interprètes, les compositeurs. Donc, nous sommes tout à fait passionnés à l'idée de voir en action cette théorie des fonctions formelles de Kaplan. Merci. Merci, bonjour et merci de cette introduction et merci de l'invitation aussi. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Et merci Sylvine pour cette présentation. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Alors, je vais partager mon écran moi aussi. Si je trouve le bon écran. Oui, voilà. Excusez-moi, ça va prendre une petite seconde. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça va? Oui? Un PowerPoint? Ou pas du tout? Oui, ça va. OK. Merci. Alors, oui, d'abord, en guise d'introduction, je peux vous dire un mot sur le réseau des conservatoires du Québec, parce que c'est un réseau qui est en marge du réseau universitaire. Donc, le conservatoire n'est pas une université. C'est d'ailleurs un réseau d'écoles qui était fortement inspiré au départ des conservatoires français. Donc, il y a 7 conservatoires au Québec, donc à Montréal, à Québec, qui sont les plus gros, et sinon à Val-d'Or, à Rimouski, au Saguenay, à Gatineau, à Trois-Rivières, qui sont des relativement petites écoles, le Conservatoire de Montréal étant de loin le plus gros, avec 300 étudiants seulement. Ce n'est pas une grosse école, malgré tout. Donc, le Conservatoire, nous, à Montréal, on forme des instrumentistes, des chanteurs, des chefs et des compositeurs, mais on n'a pas de diplôme musicologique. Donc, la formation théorique elle se retrouve dans le cadre de l'enseignement aux instrumentistes, aux chanteurs, aux chefs et aux compositeurs. Aussi, ce qui est la particularité de notre école, c'est qu'on a la continuité des études à partir d'un très jeune âge, c'est-à-dire que nos plus jeunes élèves ont 9 ou 10 ans et nos plus vieux sortent du conservatoire avec une maîtrise. Donc, ils ont 23, 24 ans, 25 ans, ou 22 ans, dans ces eaux-là. Donc, souvent, un étudiant va passer 10 ans au conservatoire, 10, 12 ans parfois. Alors, ça a toutes sortes d'avantages, en fait, pour nous, pour les enseignants, en termes de savoir à qui on a affaire un petit peu. On a aussi, quand je parle de continuité des études, c'est aussi dire que si un étudiant, par exemple, est fort en harmonie, eh bien, on va le faire avancer en harmonie, peu importe son âge. Donc, un étudiant pourrait se trouver à avoir des cours de niveau universitaire en harmonie alors qu'il a 16 ans, par exemple, parce qu'il a avancé vite. Alors, on fait la progression par matière et on n'attend pas qu'un diplôme soit complété avant de laisser l'étudiant progresser dans chacune des matières. Donc, chevaucher les diplômes, si vous voulez. C'est très intéressant pour nous. Alors, ce que j'ai mis ici sur l'écran, c'est la formation en analyse qu'on offre au conservatoire. Les cours d'analyse, à proprement parler, ce sont des cours de niveau universitaire. Donc, au niveau premier cycle universitaire et deuxième cycle universitaire, qu'on appelle, nous, le bac et la maîtrise. Qu'au conservatoire, il ne s'appelle pas bac et maîtrise, en fait, ça s'appelle DESM1, diplôme d'études supérieures en musique 1 et DESM2. Bref, c'est des dénominations autres, mais c'est la même signification.
Alors, il existe 5 années d'analyse au conservatoire, donc pour les 5 années du cursus complet bac et maîtrise. Il y a là-dedans seulement une année qui est obligatoire pour absolument tout le monde, c'est-à-dire la première année d'analyse, qui est en principe un cours général, qui est obligatoire pour tous. Les autres, le cours de deuxième année est offert, hein, tout le monde peut le prendre, il est obligatoire seulement pour les compositeurs. Et le cours de troisième année et les 2 cours de maîtrise, la même chose, ce sont des cours qui s'adressent d'abord aux compositeurs et pour les séminaires aux chefs d'orchestre aussi. Donc, les compositeurs vont faire 5 ans d'analyse, c'est-à-dire qu'on va les voir 2 heures par semaine pendant 15 semaines, tout le long de leur cursus pour faire de l'analyse avec eux. Tandis que les interprètes, la plupart du temps, vont faire une seule année, parfois 2. Donc, le cours de première année, c'est un cours général, comme je le dis, en principe. En deuxième année, c'est moi qui donne ce cours-là aussi. Je donne les 2 premières années, personnellement. Je me concentre sur la musique du 19e siècle, donc le romantisme d'une manière générale. Le cours de troisième année, c'est un cours d'analyse du 20e siècle. Et les 2 années de séminaire portent généralement sur la musique de la deuxième moitié du 20e siècle, du début 21e. Souvent, ça va être des projets qui sont liés aux intérêts en composition des candidats. Donc, au terme de ces 5 années-là, les étudiants peuvent préparer le concours d'analyse qui va consister en un mémoire écrit et une présentation orale devant jury, bref, de ces mémoires-là sur une œuvre choisie. Donc, c'est-à-dire que le concours d'analyse existe, mais le diplôme d'analyse n'existe pas. Hein? Donc, le concours, c'est une épreuve qui doit se greffer à un diplôme en composition, la plupart du temps. Mais l'épreuve est restée. C'est d'ailleurs à une époque, on avait le concours en solfège, le concours en harmonie, le concours en contrepoint, le concours en fugue. Ils sont tous disparus, sauf les concours en discipline principale et le concours d'analyse auquel on a tenu mordicus sur des années et des années et qu'on est content de pouvoir encore, d'avoir l'occasion d'accompagner les étudiants dans le concours d'analyse encore maintenant, pour ceux qui ont le courage de le faire. Hein? J'ai mis 2 citations qui, moi, m'inspirent beaucoup. Une du livre de Janet Schmalfeld, In the Process of Becoming, il dit que les interprètes espèrent inévitablement qu'ils ont atteint, ému et inspiré leurs auditeurs. Les analystes ne peuvent qu'espérer la même chose. Je crois que c'est très vrai. Et une autre citation qui vient du fascinant livre de Kofi Agaw, Music as Discourse, que j'ai découvert moi l'été dernier, qui a complètement changé ma vie. Et si nous concevions l'analyse comme un mode d'exécution, comme un mode de composition, plutôt que comme un dévoilement de vérités intrinsèques ou un exercice de décodage. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose que moi, j'essaie de garder en tête dans l'enseignement de cette discipline-là. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui. Au conservatoire, nous sommes 3 professeurs d'analyse et aucun de nous n'est musicologue. C'est-à-dire qu'on est 3 compositeurs. Le modèle, évidemment, vient beaucoup de la classe de Messiaen à Paris, qui avait été ramenée à Montréal par Gilles Tremblay et qui a été gardée comme ça. Quand moi, j'ai été embauché il y a 5 ans, on s'est posé la question. Puis moi, j'ai eu évidemment envie de perpétuer le modèle par pur égoïsme, parce que j'avais envie beaucoup de faire ça, d'enseigner l'analyse dans une perspective de compositeur. Et une perspective de compositeur, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, dans ma perspective en tout cas. Après moi, avoir passé 10 ans complètement à l'écart du monde académique, je vivais comme compositeur, c'est ce que je faisais. Mais je dirais un compositeur sensible et toujours le nez dans les partitions. Je me suis dit, hey, je peux faire ça, je peux faire comme Tremblay le fait, pourquoi pas. Alors, on a gardé ce modèle-là. Alors, on est 3 compositeurs qui enseignent l'ensemble du cursus d'analyse. Moi, je donne les cours d'introduction les 2 premières années. Et pour nous, avec les petites classes qu'on a, c'est possible de concevoir l'enseignement, par exemple, de la composition et de l'analyse, mais même de l'orchestration, de l'harmonie et toutes les matières qui sont là dans mon petit schéma, comme des vases communicants, finalement. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants que je vais voir 5 heures en une semaine. Hein. Par exemple, je vois un étudiant 2 heures en analyse le lundi, je le vois 2 heures en orchestration le mardi, puis j'ai son cours individuel de composition le mercredi.
Alors, si on orchestre ensemble une pièce de Schumann en orchestration, et puis que le lendemain, en analyse, on étudie le concerto pour piano de Schumann, par exemple, et donc, tout ça communique. On fait de l'analyse en orchestration, on fait de l'analyse en composition, et les autres matières viennent soutenir ça, d'où les flèches, hein, l'harmonie, l'étude, les cours d'harmonie, de contrepoint, de formation auditive, vont venir soutenir l'analyse. L'analyse et la composition largement comme des vases communicants, et puis on donne évidemment des cours de composition assistée par ordinateur, par exemple. On va aller dans les logiciels développés à l'IRCAM, MaxMSP, un peu quelque chose d'un peu à part, bien qu'on peut aussi développer des outils d'analyse dans OpenMusic, par exemple, ce qu'on fait à l'occasion aussi de notre côté. Donc, cette idée des vases communicants est importante. Et puis, la taille des groupes le permet. Hein. Si en première année, on a 20 étudiants, c'est le plus gros groupe au conservatoire possible. J'ai une classe de 20. Si j'en ai 22, on va me séparer mon groupe en deux. Mais 20, c'est le grand maximum. Mais à partir de la deuxième année, j'ai 2, 3, 4, 5 étudiants par classe. Alors, on les suit de très près, puis on peut se permettre d'enseigner de façon un peu plus capricieuse. Par exemple, je vous parlais d'Agaou tout à l'heure, j'ai lu ça cet été, je me suis dit, ah, c'est pas vrai, je ne peux pas donner mon cours sans tenir compte de ça, c'est trop intéressant. Alors, j'organise les choses, tout ça, parce qu'on est 3 étudiants, c'est simple. Donc, enseigner l'analyse, comme je le disais, pour nous, pour moi en tout cas, c'est autant transmettre un savoir-faire, c'est-à-dire donc un savoir-faire qui implique une manipulation de la musique. On va jouer à l'intérieur de la musique, on va la modifier, on va essayer de renverser les choses. On prend des thèmes où il y a des extensions, on va essayer de les remettre dans leur forme conventionnelle. On joue à l'intérieur. Donc, on apprend à manipuler, on joue avec la musique. Et puis, c'est aussi évidemment des connaissances à transmettre. Alors, des connaissances sur la musique. La musique est faite comme si tel répertoire est fait de telle façon, de telle autre façon. Et pour moi, c'est un équilibre entre le savoir-faire, apprendre à manipuler, apprendre à découvrir, apprendre à observer, et puis un certain nombre de connaissances. Puis l'un ne doit pas trop prendre le pas sur l'autre. Comment je fais? Bon, je vous passe l'autre. OK. Donc, il y a 5 ans, moi, quand j'ai commencé à donner ce cours-là, quand je suis arrivé au conservatoire, j'ai donné une première année un cours très, très général, là, où on faisait de l'analyse harmonique et largement de l'analyse d'études des formes, hein, où je faisais une espèce de survol des différentes formes de musique tonale. J'apprenais un peu du chiffrage, je faisais faire quelques réductions harmoniques, je faisais dresser des nomenclatures motiviques, développer des tableaux synoptiques, donc un survol des formes. Et j'allais même plus loin, une petite initiation à la théorie des ensembles pour la musique atonale, un peu d'analyse de décaphonique, quelques techniques de Messiaen. Le tout en une année, 15 semaines, 2 heures par semaine. C'était très dense. Et c'était à la fois dense et j'avais aussi l'impression de butiner un peu. J'avais l'impression qu'il y avait des outils que je donnais qui servaient beaucoup aux compositeurs, hein, les réductions, les nomenclatures, les tableaux. C'était très, très pratique pour les compositeurs. Ils en voulaient beaucoup. Et puis, j'avais l'impression que mes étudiants interprètes, qui étaient quand même la majorité du groupe, parfois étaient un petit peu moins appelés parce que je leur proposais. Suite à cette année-là, je me suis dit, hey, pourquoi est-ce que je ne ferais pas l'expérience de transformer le cours de première année en quelque chose qui me permettrait en fait d'aller beaucoup plus en profondeur dans les œuvres et avec l'idée de peut-être faire changer aux étudiants leur façon d'entendre la musique, c'est-à-dire de découvrir de nouvelles façons d'écouter qui pourraient se refléter et devenir des nouvelles façons de la penser et de la jouer éventuellement. Je cherchais donc une approche qui soit plus intuitive et qui soit peut-être plus ciblée aussi au niveau du répertoire, quitte à repousser des choses en deuxième année et quitte à essayer de convaincre ma classe de s'inscrire en deuxième année pour compléter le cursus. Évidemment, là, il y a une question politique aussi, mais donc, bref, j'ai fait le pari que l'aspect un peu survol des différentes formes de musique tonale pouvait être couvert par d'autres cours de notre cursus, c'est-à-dire la littérature musicale, ou un cours de littérature où les étudiants font aussi un peu d'analyse, qui est un cours préparatoire, donc qui se passe au niveau collégial pour nous, mais comme les étudiants sont là, en général, je les reçois en première année d'analyse, ils sont là depuis des années déjà au conservatoire, je sais quel cours ils ont fait, je peux parler aux profs, sur les rencontres, on dîne ensemble tous les jours, alors je peux savoir un petit peu bien ce qu'ils ont fait. Alors, je me suis dit que l'aspect survol des différentes formes pouvait déjà avoir un petit peu été couvert.
Et donc, pourquoi ne pas faire le pari d'entraîner les étudiants dans quelque chose qui soit un petit peu plus poussé, une espèce d'aventure analytique là, où on se mouillerait un petit peu plus. Donc, j'avais lu à cette époque-là, toujours en été, j'avais lu le Classical Form de Kaplan, dont tout le monde me parlait autour. Et je suis arrivé un petit peu tard à ça, mais bon, pas, hein, je ne suis pas musicologue, comme je vous l'ai dit. Alors, je me suis dit, oh, ça serait intéressant d'essayer d'axer mon cours, en fait, pour se diriger vers une vue d'ensemble sur la forme tonale, sur la forme sonate, pardon, et en passant par les termes, l'approche de Kaplan des fonctions formelles. Donc, j'ai repoussé en deuxième année certaines choses que je faisais en première année, comme les nomenclatures motiviques, parce que Kaplan ne s'intéresse pas nécessairement beaucoup. Il faut au motif au niveau local. Les réductions harmoniques, hein, que je faisais dans une perspective un petit peu pré-schenkerienne avec mes étudiants. J'ai décidé de repousser tout ça en deuxième année. La construction de tableaux, j'en fais faire moins en première année. Donc, j'ai un peu fait l'expérience de remplacer un cours très général par un cours passablement spécialisé sur l'idée des fonctions formelles. Alors, c'est un peu ce dont, là, je parle beaucoup trop, là, ce dont je me suis dit que je saisirais l'occasion pour vous parler de ça devant ce public comme ça, francophone, parce que bon, le travail de Kaplan, pour ceux qui s'intéressent à ça, son livre Classical Form et aussi Analyzing Classical Form, qui est un texte plus axé sur l'enseignement, qui est très bien. Là. Donc, c'est une systématisation du travail de Schoenberg et de Ratz là, sur les structures phraséologiques. Donc, Kaplan n'a pas été traduit en français. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont proposé des traductions de certains des termes analytiques qu'il a mis de l'avant. Il y en a plusieurs, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs. Quand j'ai commencé ça il y a 3-4 ans, j'ai fait une revue de la littérature et j'en ai utilisé certains. Sinon, avec les collègues au conservatoire, on a essayé d'arriver avec certaines traductions. Évidemment, il y a des termes qui avaient déjà été traduits parce qu'ils venaient de l'allemand, ils venaient de Schoenberg et de Ratz, alors qu'ils avaient déjà été traduits. Certaines de ces traductions-là, nous, qu'on trouvait très satisfaisantes, d'autres qu'on aimait moins. Alors, j'ai pensé vous proposer un petit peu les idées de traduction que nous, on emploie pour le moment. Il y en a qui sont heureuses, il y en a qui le sont moins. Il y en a qui sont pratiques, qui permettent aux étudiants de circuler dans la littérature anglophone. Le fait est que pour le moment, on dirait qu'en tant que francophonie analytique, on ne s'est pas encore entendu à ma connaissance, là, sur exactement quelle traduction employer pour tous ces mots-là. Et puis le jour où on le fera, moi, je serais bien content qu'on ait là, vraiment, il faudrait traduire, en fait, tout ça, faire une vraie publication là, avec tout ça, puis qu'on s'entende ensemble. Donc, très rapidement, la presentation phrase, on a gardé la phrase de présentation, la continuation phrase, la phrase de continuation. Là, je parle pour ceux qui s'intéressent vraiment à Kaplan. On a voulu, nous, garder phrase pour phrase, c'est-à-dire une phrase de 4 mesures. Tandis que souvent, sentence va être traduite par phrase. On trouvait ça très, très compliqué hein, d'avoir, parce qu'une sentence, ce sont en fait 2 phrases. Hein. C'est un thème de 8 mesures qui est construit en 2 phrases de 4 mesures, une phrase de présentation, une phrase de continuation. Donc, on a voulu garder le mot phrase pour des unités qui durent de façon conventionnelle 4 mesures. Alors, c'est peut-être la traduction la moins heureuse. On a décidé de garder sentence en sentence, bon, dans le sens hein, comme une vérité, là, et non pas comme une sentence, plutôt comme une maxime, je dirais, que comme une sentence de cours. C'est pas ce qu'il y a de plus heureux, mais bon, c'est ce qu'on a. Sinon, idée de base composite, arriver sur la dominante. La citation sur la dominante, on a été très, très littéral avec ça, pourquoi pas. Le failed consequent, on a eu l'idée du pseudo-conséquent. Qu'est-ce que c'est qu'un pseudo-conséquent? C'est un conséquent qui ne remplit pas sa promesse cadentielle, en fait. Hein? C'est comme un antécédent placé à la place d'un conséquent. Donc, une idée de base, celui d'une idée contrastée qui se termine par une demi-cadence alors qu'une cadence parfaite est attendue. Ce qu'on appelle un pseudo-conséquent, nous. C'est bien pseudo-conséquent, mais si on veut traduire Epokowski, puis qu'on parle de failed exposition dans Epokowski et Darcy, là, on a un problème parce que failed exposition, ça devient pseudo-exposition, ça ne marche plus du tout, je trouve. Bref, nous, on n'a pas essayé de traduire Epokowski, je ne sais pas si vous avez essayé. Progression cadentielle étendue pour la ACP. Tight-knit team, thème serré versus par opposition au thème relâché.
Et puis les cadences, cadences évitées, cadences rompues, cadences abandonnées. Moi, j'aime beaucoup le concept de réinterprétation rétrospective qui vient plutôt de Schmalfeld, mais qui pour nous est extrêmement utile dans l'enseignement parce que c'est très intuitif. L'idée que la forme se fait au fur et à mesure de l'écoute, c'est-à-dire qu'on a une écoute où au moment où un événement musical arrive, on a telle perception de cet événement-là, mais rétrospectivement, la suite des choses nous fait revenir sur notre interprétation. Moi, je trouve ça absolument passionnant et curieusement, les étudiants de première année embarquent absolument dans l'idée de réinterprétation rétrospective. Ça rime vraiment à quelque chose dans leur expérience d'interprète. Donc, lorsqu'on sort de la période classique, parce que c'est l'enjeu, hein, Kaplan s'intéresse à la période classique, mais lorsqu'on en sort, on se retrouve parfois un petit peu à l'étroit dans le vocabulaire de Kaplan. Nous, c'est ce qu'on rencontre souvent. Donc, au fur et à mesure que la musique tonale devient plus ambiguë, tonalement, harmoniquement, avec des structures qui sont beaucoup moins symétriques, les fonctions formelles, qui sont celles que Kaplan emploie, elles sont beaucoup plus ambiguës. Alors, quand on embarque dans le 19e siècle, puis qu'on veut continuer à utiliser ces concepts de fonctions formelles-là, je me ramène, ici, c'est un tableau qui vient exactement de Kaplan, c'est tout simplement copié-collé et traduit en français. Le continuum du thème serré vers le thème relâché. Donc, tonalement, quand on est dans la tonalité principale, c'est quelque chose de plus serré. Si on va vers une tonalité subordonnée, vers des tonalités noyées, et quand quelque chose est carrément ambigu au niveau tonal, c'est beaucoup plus relâché, etc., etc. Ce tableau-là, nous est très utile, en fait. Et même si on est dans Mahler, par exemple, on peut très bien placer les unités thématiques dans une symphonie de Mahler sur ce continuum-là de qu'est-ce qui est serré, qu'est-ce qui est relâché. Tout ce qu'il faut faire, c'est ajouter des étages à son tableau. Hein. On peut parler de l'orchestration, par exemple. Si c'est très uniforme au niveau du thème, ça c'est quelque chose dont je parle dans mon cours d'orchestration. Si c'est très uniforme au niveau du thème, on le voit très souvent chez Mahler, oups, tout à coup, l'orchestration très fragmentée, puis là où l'orchestration devient très, très uniforme pendant 8 mesures, pendant 12 mesures, pendant 15 mesures, on a l'impression d'un resserrement thématique, bien que harmoniquement, ce n'est pas particulièrement plus resserré, pas nécessairement. Donc, il faut ajouter des paramètres, mais le concept même du continuum entre serré et relâché, moi, me parle beaucoup et reste utile en fait toujours. Hein. Pour moi, c'est un concept analytique qui a eu son utilité bien au-delà de la période classique. Donc ça, je voulais vous dire. Dernière chose, 3 petites dernières diapositives. Quand on poursuit dans l'histoire de la musique, donc quand on sort de la période classique, on va avoir besoin parfois d'outils de segmentation qui sont plus neutres que ceux que Kaplan propose. Moi, je me sers, par exemple, de quelque chose comme ça, une œuvre qui est divisée en parties, qui est divisée en sections, qui est divisée en sous-sections, en segments, en fragments, etc., ce qui est assez conventionnel. Si on prend une analyse de Kaplan ici et qu'on replace ça avec ces dénominations plus neutres, l'exposition, le développement, l'exposition sont des parties, les sections à l'intérieur de chacune de ces parties-là, des sous-sections éventuellement, des segments qui ici, pour moi, sont au niveau de la phrase de 4 mesures, et puis des fragments au niveau de l'idée de base. Si on a ce genre de pratique analytique où on combine une segmentation, des dénominations de sections plus neutres avec les fonctions de Kaplan, on peut, par exemple, aller dans une œuvre comme ici, une Rhapsodie de Brahms, la première, et appliquer cette idée de dénomination plus neutre, donc les sections, les segments, les fragments, et lorsque c'est possible, enrichir ces modes de subdivision par des fonctions formelles qui viennent de Kaplan. Ça marche très bien. Puis vous voyez ici, j'ai mis les couleurs pour le vert est une fonction de début, le bleu une fonction de milieu, puis le jaune une fonction de fin. Alors on voit qu'on a du début, du milieu, puis de la fin à l'intérieur du début, du début, du milieu, puis de la fin à l'intérieur du milieu, du début, du milieu, puis de la fin à l'intérieur de la fin. Et le tout étant seulement le thème principal, donc la première partie de la forme ternaire. Alors, pour nous, ça marche très bien. Et notre expérience nous a dit que d'être allé à fond dans les fonctions formelles en première année, lorsqu'on arrive en deuxième année et qu'on réintroduit toutes les notions analytiques plus traditionnelles un petit peu,
Nos étudiants sont plus intuitifs dans leur approche du répertoire et se situent mieux, j'ai l'impression, à l'intérieur des œuvres. Alors, c'est un petit peu l'expérience. Ceci dit, pour moi, cette expérience-là est un petit peu terminée. Parce que l'année prochaine, je vais retourner à un cours de première année un petit peu plus général qui va me permettre, j'ai envie de parler de Monteverdi, par exemple. Donc, j'ai envie de changer un petit peu de répertoire. Je vais garder tout ça, mais je vais condenser un peu plus. Donc, mon cours est en constante évolution et de façon très capricieuse, un peu comme moi. D'ailleurs, j'ai du mal à ne pas me laisser influencer par tout ce que je lis et tout ce que je rencontre, là. Alors, faites attention à ce que vous me dites parce que je vais peut-être vous prendre au mot et écouter toutes vos suggestions. Alors voilà, c'est tout, là, je parle beaucoup trop. Bien, merci beaucoup. Hein. Passionnante présentation. Plusieurs choses mériteraient vraiment d'être longuement discutées après, notamment tout l'intérêt posé sur l'écoute et sur une réflexion sur l'écoute qui peut être stimulante pour le travail ultérieur. Donc ça, bien sûr, c'est absolument passionnant. Moi, il y a une chose qui m'a intrigué, et après je passerai la parole à d'autres, c'est la distinction un peu radicale, mais je n'ai peut-être pas tout compris, entre les interprètes et les compositeurs, et où je voyais les interprètes juste en première année, éventuellement en deuxième, et donc abandonnés avant d'atteindre l'analyse du XXe et du XXIe siècle, qui est tout de même quelque chose, à mon avis, assez important pour un interprète. Donc j'étais un peu étonné par cette architecture-là. Oui, en un sens, c'est catastrophique et c'est quelque chose qu'on essaie de corriger, que je vais essayer aussi de corriger. L'ennui, c'est que je suis pris dans la structure qu'on a. On essaie de compenser ça par un autre cours qui est un cours de littérature de la musique du 20e siècle. Il y a une bonne composante aussi dans le cours d'histoire de la musique et même dans le cours de formation auditive. Ma collègue essaye aussi d'introduire des notions de musique spectrale, par exemple. Comme on est une petite équipe, on arrive ensemble, parfois, hein, à l'heure du lunch, à voir les problèmes puis à les corriger ensemble. Mais vous mettez le doigt tout à fait sur quelque chose. Donc, oui, il y a un problème là qu'on essaie de notre mieux de corriger avec l'ensemble des cours du cursus pour pas qu'il soit complètement largué, là, parce que c'est capital, évidemment. Moi, comme prof de composition, je ne peux pas laisser passer ça. C'est amusant parce que juste au CNSM, on a l'inverse, c'est-à-dire que les cours d'analyse, on admet les compositeurs dans les classes d'analyse, ils sont très très moteurs évidemment dans les questionnements d'inflexion, mais ce sont les interprètes et les musicologues qui sont là, je dirais le fer de lance de la structure. Alors qui en souhaite poser une question? On a tout petit peu débordé, mais ça va encore très bien. Y a-t-il des questions après? Et il y a eu beaucoup d'échanges aussi, je le signale, parce que tout le monde ne les a pas vus forcément dans Converser, autour des questions de terminologie, des curiosités, d'échanges autour des différentes terminologies. Personne ne lève la main? Oui, il y a François de Médicis. Ah. Ah ben voilà, le micro est activé. Merci bien pour cette communication, Nicole Gilbert. Pour la question de la terminologie, hein, je me disais, enfin, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi notre collègue Jacinthe Arbeck qui est parmi les premiers à avoir enseigné aussi l'analyse de type kaplinienne ou l'analyse des fonctions formelles au Québec, là, et avec d'autres collègues comme aussi Carmen Sabourin, on est un certain nombre à avoir développé chacun une terminologie un petit peu différente. Donc, vous allez trouver une certaine congruence, un certain rapprochement, comme par exemple sentence. Je ne me souviens plus si c'est Carmen ou si c'est Jacinthe Arbeck qui utilise la même. Personnellement, j'utilise proposition, mais c'est ça, il y a beaucoup de débats. Et en fait, déjà, j'avais écrit une recension de l'ouvrage de Kaplan quand il est publié en 1998, dans lequel mon intention était de proposer, entre autres, une terminologie en français. Et je pense en fait que la terminologie qui va s'imposer, c'est celle du premier traducteur de Kaplan, hein, parce que c'est la personne qui va proposer une terminologie qui risque d'être reprise. Mais je pense hein, que probablement dans les travaux du conservatoire, les travaux à la Sorbonne, les travaux dans différentes institutions, on doit avoir différentes traductions des termes de Kaplan. Oui, juste pour commenter là-dessus, moi j'avais lu la recension et la première année quand j'ai commencé, j'avais pris votre proposition
Oui. pour la 100 ans. J'ai fait une année là-dessus. J'aimais bien. Puis ensuite, mon collègue qui est arrivé, lui, travaillait sur sentence et puis on s'est harmonisé pour avoir pas deux traductions différentes dans la même école, ce qui devenait Ouais, problématique, là. effectivement. Jean-Pierre Bartoli, intervenir. Voilà. Moi, je proposerais bien quelque chose qui serait d'utiliser le site de l'ASFAM pour installer tout simplement une petite discussion ouverte à tout le monde dans laquelle on mettrait les principaux termes de Kaplan dans la version qu'il a exposée dans ses deux ouvrages. Et puis, on ferait des colonnes et où chacun mettrait les traductions qu'ils ont proposées pour confronter tout ça et éventuellement rediscuter collectivement après. Ça pourrait être une sorte de travail collectif qui serait préparatoire, pourquoi pas, à une traduction concertée ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce que chaque choix a été, j'imagine, mûrement réfléchi et je pense que la confrontation serait vraiment très judicieuse. À la Sorbonne, nous avons beaucoup hésité, nous avons discuté entre nous. Et d'ailleurs, on a laissé une certaine souplesse de choix parce qu'il y a plusieurs enseignants qui, en parallèle, enseignent l'analyse, puisque tout, nous, c'est fait en travaux dirigés. Et donc, on ne voulait pas non plus bloquer en imposant une seule terminologie possible au terme de Kaplan. Mais du coup, il en hérite quelque chose d'un peu malaisé, c'est que les étudiants parfois ne savent pas trop lequel terme choisir, parce qu'ils peuvent avoir deux professeurs qui donnent deux traductions différentes, ce qui n'est pas non plus très satisfaisant. Mais en tout cas, je trouve que c'est un joli projet qui pourrait être d'utiliser le site de l'ASFAM en ouvrant une page interactive et sur laquelle on pourrait inscrire nos traductions. C'est une proposition que je fais. On va en discuter et je pense que c'est pas très difficile à mettre sur pied. C'est un très beau projet qui a été lancé. Et on va donc passer à la troisième intervention d'Étienne Kiplin, qui a, je vais dire, un triple parcours, puisqu'il est à la fois compositeur, à la fois pianiste, à la fois musicologue. En tant que musicologue, il est aussi directeur de la revue Euterpe, mais il a publié sur l'humour, sur la mélodie, sur la chanson et la musique contemporaine, donc beaucoup de choses. Et géographiquement, là, on revient du côté de la France, mais ce qui est bien, c'est que c'est une France qui n'est pas parisienne, ça l'a fait du bien de temps en temps, puisqu'il était à la fois élève du CNSMD de Lyon et de Paris, et que lui-même, il est enseignant vers Aix, mais sous deux casquettes différentes, puisqu'il y a le Conservatoire d'Aix, où il est professeur de culture musicale et de composition, et Aix-Marseille, où il est maître de conférences. Et donc, ça fait beaucoup d'opportunités de se confronter à des situations très différentes et très diverses. Et je pense que ça va être une des clés de son intervention qui, notamment, je pense, veut réinterroger le terme culture musicale qui a une histoire en France liée à certains diplômes, qui a été pris par les ministères et qui a toute une vie, mais qui n'est pas toujours aisé à comprendre dans l'articulation des différents domaines que cela comporte. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, Claude, pour ta présentation et je vais essayer d'être extrêmement synthétique en présentant une expérience qui est la mienne, évidemment, au Conservatoire d'Aix-en-Provence, où j'enseigne encore donc quelques heures de culture musicale en parallèle de mon expérience universitaire. Et je crois que c'est quelque chose qui… bon, je vais bien sûr partager mon diaporama en commençant par le début. Toujours mieux. Et donc, effectivement, cette dimension, je crois, de parcours assez multiple m'a permis d'aborder les disciplines de la musicologie, de l'analyse musicale et donc de la culture musicale de diverses manières. Alors, en France, déjà, la culture musicale, c'est effectivement une discipline qui a presque une quarantaine d'années, sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, qui est enseigné dans les conservatoires régionaux de façon obligatoire. Le conservatoire rayonnement régional
de manière tout à fait obligatoire. Et dans les CRD, de façon facultative, aujourd'hui, c'est vrai que les CRD d'Île-de-France, qui sont très en pointe de ce point de vue-là, enseignent très majoritairement, contiennent des enseignements de culture musicale. C'est beaucoup moins vrai dans les CRD de province, et je dirais, plus on s'éloigne d'ailleurs de la capitale, moins la culture musicale est représentée, à tel point d'ailleurs que la classe de culture musicale du CRR d'Aix-en-Provence est une classe extrêmement récente, créée en 2017, dont j'ai été d'ailleurs le créateur et le premier professeur, à l'occasion de la labellisation CRR. Alors, j'ai traduit les sigles pour nos camarades québécois, parce que j'avais compris la dernière fois d'ailleurs qu'un certain nombre de nos collègues québécois ignoraient, et c'est assez normal d'ailleurs, l'abondance des sigles et des acronymes français. Donc, j'ai pris quand même ce soin-là, j'espère que ce sera assez clair. Donc, les conservatoires régionaux sont effectivement des conservatoires importants. On a environ 1300 élèves à Aix-en-Provence, à peu près. Mais là aussi, hein, évidemment, je le précise pour nos collègues non français, ce sont des petits élèves, tout petits parfois, ils ont 6-7 ans. Ils commencent donc l'apprentissage d'un instrument. Et puis, ce sont aussi des grands élèves qui ont passé 20 ans, et parfois même encore plus âgés, qui viennent eh bien, passer ce qu'on appelle un DEM, c'est-à-dire un diplôme d'études musicales, qui est un diplôme de niveau bac. Mais alors le bac, ça ne veut pas dire la même chose d'ailleurs selon les pays, mais qui est l'équivalent de la fin du lycée, mais ça n'a pas vraiment de correspondance précise. Enfin, c'est une correspondance qui est qui en fait exclut tout simplement les élèves de DEM du statut étudiant et des bourses. Pour faire simple, c'est surtout ça qui se passe. Donc, c'est une question plus négative que positive, finalement, cette dénomination. Bref, donc la culture musicale est récente au Conservatoire d'Aix et elle s'est développée de la manière suivante, à travers des unités de valeur. Il ne s'agit donc pas de classes propres, elles n'ont pas de diplomation propre. On ne peut pas passer un diplôme de culture musicale à Aix-en-Provence, c'est impossible. C'est possible dans d'autres conservatoires. Si l'on va à Marseille, par exemple, pas très loin d'ici, il y a un diplôme, un DEM, un diplôme d'études musicales, en culture musicale. Et d'ailleurs, il y a un DEM en analyse musicale, il y a un DEM en histoire musicale. Il y a donc 2 DEM séparés et il n'y a pas de cours de culture musicale. Le professeur s'appelle professeur de culture musicale et il a 2 disciplines distinctes, libellées distinctement, avec un programme distinct. Ici, je suis professeur de culture musicale, mais je n'ai absolument pas le même fonctionnement que mon collègue de Marseille. Je n'ai pas non plus le même fonctionnement que mes collègues de Toulon, où là, il y a 2 professeurs, un d'analyse uniquement, l'autre d'histoire uniquement. Et la culture musicale n'existe pas. Donc, vous voyez que c'est vraiment entre 3 conservatoires qui sont quand même, j'allais dire pas un jet de pierre, mais presque, on n'est pas si loin les uns des autres. Il y a 3 fonctionnements extrêmement différents. Et il est vrai, et l'association des professeurs de culture musicale à laquelle j'appartiens d'ailleurs va lancer une enquête sur ce sujet, il est vrai que les distinctions analyse-histoire tendent à disparaître. La place de l'analyse tend à être un peu réduite et la culture musicale, dans les classes où il n'y a plus de distinction entre analyse et histoire, se charge quelque part d'englober tout ça, et c'est ce que je vais montrer à partir d'un exemple concret emprunté à Chopin. Alors, chez moi ici, donc, ce sont des UV, qui sont des UV de culture musicale, je précise des unités de valeur, bien sûr, qui sont donc adossées au diplôme d'instrumentiste et de formation musicale. Donc, la première UV que je n'assure pas, elle est assurée par les enseignants de formation musicale, de solfège, dure 1 heure sur 1 an et elle est valable pour le CEM d'instrument. Le CEM, c'est le fin de cycle 3, certificat d'études musicales. L'UV2 que j'enseigne, eh bien, c'est 2 heures sur 1 an, valable pour le diplôme d'études musicales d'instrument, la fin du cycle spécialisé. C'était le prix qu'on appelait d'ailleurs autrefois, peut-être certains se souviennent de cette dénomination. Et puis l'UV3, qui dure 2 heures, qui est sur 2 ans. Cette fois-ci, eh bien, mène au DEM, enfin, est nécessaire en tout cas pour l'obtention du DEM de formation musicale ou de composition. Elle n'est pas requise pour l'ensemble des autres. Donc, évidemment, il y a assez peu d'élèves dans ce cursus. Moi, je m'intéresserai déjà ici à l'UV2 de culture musicale. Donc, pour moi, la culture musicale se partage un petit peu en 3 branches, l'histoire de la musique, l'analyse et l'esthétique. Et j'essaye,
tant qu'il est possible en tout cas, d'unifier un petit peu ces trois branches au sein d'œuvres que j'aborde, des thématiques que j'aborde, tout en suivant un programme qui est plutôt quand même à dimension historique, en particulier en UV2, parce que les connaissances historiques en histoire musique sont quand même assez faibles. Donc le programme du V2 est le suivant. Je commence à partir du XVIIe siècle à peu près, fin 16e, début 17e, et je m'arrête au début du XXe siècle. Grosso modo, ça correspond à peu près à l'histoire de la musique tonale, avec quelques écarts peut-être, et c'est évidemment adossé à toute une étude de partition, à une écoute d'œuvre, donc qui mène à des épreuves à la fois de commentaires d'écoute, mais aussi de rédaction autour d'une partition. Et puis ensuite, en UV3, là, on passe à des applications plus pratiques, plus professionnelles aussi, rédaction de notes de programme, mini-conférences de médiation, et puis aussi un oral, sorte de grand oral, où on présente un thème. Alors là, c'est plutôt l'oral de type universitaire ou pré-universitaire. Alors, l'exemple que je voudrais vous présenter, parce que je vais essayer d'aller particulièrement succinctement, c'est la mazurka opus 17 numéro 4 de Chopin, qui est une mazurka assez exceptionnelle, je crois, et qui mérite d'être approchée de façon tout à fait transversale pour bien en comprendre les multiples significations. Cette mazurka de Chopin, c'est celle peut-être que vous connaissez, c'est celle qui commence d'une façon extrêmement troublante, puisqu'elle ne commence pas par la tonique, elle commence sur un accord d'un mystère absolu, et celui-ci. Elle est en la mineur, mais on a en fait de sensible de la mineur. Il faut attendre la 20e mesure pour avoir une véritable cadence en la mineur, ce qui est quand même une chose tout à fait exceptionnelle. Et de la même manière, eh bien, à la fin, on retrouve cette introduction tout à fait mystérieuse qui s'achève sur une sorte de 6e degré en renversement chiffré 6, qui est tout à fait là aussi inouï, inattendu et particulièrement exceptionnel. Et donc évidemment toute une série de significations et d'intérêts esthétiques peut être abordés. Alors, l'abord historique d'abord. Eh bien, cette mazurka est abordée dans le cours sur le 19e siècle musical. C'est l'axe que j'appelle de la nouvelle sensibilité. Alors pourquoi? Parce que j'ai plusieurs axes dans mon cours sur le 19e musical, et il y a aussi cette sensibilité un peu débordante, cette mélancolie, cette nostalgie qui, je crois, l'œuvre de Chopin l'incarne particulièrement bien, parmi d'autres compositeurs, bien sûr. Et cette mazurka, eh bien, je la place effectivement dans cet axe-là, mais j'évoque également l'inclusion d'éléments populaires qui sont assez discrets, mais sont présents dans la partie B de cette mazurka. Et puis j'évoque aussi la typologie des différentes mazurkas chez Chopin, en m'appuyant sur un peu différents ouvrages, notamment celui de Camille Bourniquel, mais pas seulement. Des mazurkas qui sont plutôt rapides, dansantes, des mazurkas plus modérées, puis il y a des mazurkas lentes et tristes qui dérivent de la kujawak polonaise, et c'est un petit peu évidemment de cette kujawak que dérive cette mazurka opus 17 numéro 4. Voici un exemple ici donc du bourdon, qui est évidemment une connotation populaire polonaise, que l'on trouve dans toute la partie B, puisque comme d'ailleurs dans plusieurs mazurkas de Chopin, il y a toute la partie B qui est toujours plus courte que la partie A. Eh bien, la partie B est fondée sur, pratiquement tout le temps en fait, sur un bourdon, une quinte de basse, donc dans la tonalité ici de La majeure, qui est évidemment la tonalité homonyme par rapport à la tonalité principale de cette partition. Donc voici ici un élément historique. J'aborde le 19e musical, la nouvelle sensibilité, les éléments populaires. Je donne un exemple ici d'éléments populaires. On pourrait aussi donner d'autres exemples, bien sûr, de la typologie des mazurkas, le rythme typique de la mazurka que j'aborde également, le trois temps, la métrique, bon, etc. Voilà, tout cela fait partie d'éléments qui sont historiques, si l'on veut, en tout cas, si on veut les qualifier ainsi, et qui me servent à présenter cette œuvre. Ensuite, il y a la phase un peu plus analytique. Nous écoutons la partition, nous la lisons également, bien sûr, les deux vont ici de pair. Nous étudions la forme, donc c'est une forme relativement simple, une forme ABA, avec une introduction, une
coda. Alors là, c'est quand même la grande particularité de cette œuvre, hein, c'est l'introduction qui est la même que la coda, et ça, c'est quand même phénoménal, je vais en reparler. Nous évoquons aussi le style de Chopin, avec son goût immodéré pour les carrures binaires, les 4, 8, 16, toujours, c'est vraiment très caractéristique chez Chopin. Son goût très important aussi pour l'ornementation. Donc ici, je donne un petit exemple hein, qui est, je crois, assez clair, où l'on voit donc ces carrures hein, de 4, voilà, encore des carrures de 4, 8, 16, toujours. Et puis l'ornementation du thème hein, qui vient de façon progressive, avec ces grandes phrases tout à fait libres, en fait, qui sont mesurées par la main gauche, chef d'orchestre, disait-on à l'époque, chef d'orchestre du piano, et puis la main droite, elle, beaucoup plus libre, qui chante un bel canto, un petit peu de piano. Voilà comment j'essaye d'aborder cette question. Et puis enfin, la question esthétique, eh bien, elle est abordée à propos des figures du lamento en particulier. Il y a quelque chose d'une lamentation quand on regarde le mouvement de la basse descendant par tout petits intervalles, la lenteur du tempo, lenteur particulière, l'aspect chromatique aussi, l'aspect douloureux de certains passages. On peut remettre par exemple ici l'exemple précédent. Vous voyez ici donc ces passages chromatisants avec des modulations tout à fait exceptionnelles, hein, tout à fait ces glissements comme ça chromatiques qui sont quand même assez marquants quand on regarde comment c'est écrit. C'est vraiment d'un raffinement nouveau, hein, d'un raffinement peu commun à l'époque de Chopin. On est en 32-33 là quand il compose cette mazurka. Donc ça, c'est intéressant. Nous étudions bien sûr ceci d'un point de vue esthétique, d'un point de vue des figures du lamento. Nous étudions également la question du fragment, parce que c'est une pièce qui a une certaine apparence fragmentaire. Elle débute par cette introduction que j'ai jouée tout à l'heure, et elle s'achève par exactement la même introduction. Évidemment, on a l'imaginaire infini, l'infini romantique. C'est d'ailleurs Schlegel qui, en 1798, disait que le fragment, c'est la forme poétique privilégiée, selon lui, du romantisme, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas achevé, qui peut-être d'ailleurs ne commence pas vraiment, ne termine pas vraiment non plus, et qui nous ouvre directement sur l'infini. Donc cet éloge de l'infini romantique, je crois qu'on le trouve particulièrement dans cette mazurka de Chopin, très atypique évidemment, mais on peut aussi évoquer, je parle notamment de certaines pièces de Schumann, qui là aussi débutent d'une façon particulièrement mystérieuse. Parfois, elles s'achèvent de façon plus attendue, mais elles, par exemple, des pièces comme Der Dichter spricht ou d'autres, débutent d'une façon très troublante, pas sur la tonique, par l'état fondamental. Bon. Alors, ça, c'est intéressant, cette nouvelle habitude hein, d'écriture, et je crois qu'ici, Chopin en a donné une version assez frappante. Alors, évidemment, je synthétise dans ce tableau ce qui appartiendrait à l'histoire, ce qui appartiendrait à l'analyse, qui est détaillée, hein, bien sûr, ça prend quand même pas mal de temps de l'aborder avec les élèves, ce qui appartient à l'esthétique, et la conclusion de tout cela, évidemment, ce sont les possibilités d'interprétation, car j'ai majoritairement face à moi de jeunes interprètes qui se destinent, pour une part tout au moins, soit à l'interprétation de la musique, soit à l'enseignement de la musique, de l'instrument donc. Et on va discuter aussi de cette question de l'interprétation. Comment faut-il interpréter cette œuvre? Comment penser cet infini, justement? Comment achever cette œuvre qui ne s'achève pas ou qui semble ne pas vraiment s'achever? Comment traiter la question des ornementations de Chopin? Tout cela, ce sont des questions aussi que je développe et qui font l'objet d'un échange avec les élèves à la fin de l'étude hein, de la partition. Donc voilà un petit peu quelques pistes ici pour essayer d'intégrer l'histoire, l'analyse et l'esthétique, sans jamais dire que c'est l'histoire de l'analyse et de l'esthétique, bien sûr, mais d'essayer d'intégrer ces trois branches principales dans le cours de culture musicale, dans le cadre évidemment d'une classe de CRR qui s'appelle culture musicale et ne s'appelle pas histoire, analyse ou esthétique. Je vous remercie. Alors, Claude, on ne t'entend pas, je crains. Merci, j'avais oublié de remettre le micro.
Donc oui, c'était passionnant, cet exemple est très frappant. Et je me demandais, puisque à la fin, vous en arrivez un peu à parler d'interprétation, est-ce qu'il y a aussi une partie un peu historique sur l'interprétation, d'écouter des interprétations de référence, voir ce que chaque pianiste a pu lui-même voir de cet infini ou de ces dimensions d'introduction ou pas, de ses propres... puisque l'interprétation, c'est comme une analyse en acte. Donc, comment il a fait cela? Est-ce que vous vous intéressez aussi à ces aspects-là? Alors, pas de façon aussi précise peut-être. Souvent, je diffuse la version de Rubinstein qui est extrêmement personnelle, hein, qui est bon, contient, je crois, une réflexion assez profonde sur cette œuvre-là. Mais c'est vrai qu'on ne compare pas, parce que on a quand même assez peu d'heures. Et bon, déjà, on reste assez longtemps. C'est une œuvre majeure, je crois. Hein. Enfin, dans mon cours, en tout cas, c'est une œuvre qui occupe une place centrale. C'est l'une des premières œuvres que j'étudie dans mon cours sur le 19e siècle musical, après Schubert, Trio opus 100, le mouvement lent. Mais ça fait partie des œuvres un peu majeures, un peu phares, et je crois qu'on y consacre déjà pas mal de temps. Et c'est assez troublant pour les étudiants, pour les élèves, de voir cette musique dont on ne perçoit pas du tout la tonalité au début et qui est très mystérieuse. Alors, qui souhaite poser des questions? Alors, on peut rester un petit peu sur l'intervention précédente et après, toute extrapolation est possible. Il nous reste du temps. Il y a une question, je crois, il y a 2 questions. Oui, alors, je vois Célia Chouquet, je crois. Alors, ouvrir un premier micro. Ah non, ça n'a pas marché. Oui. Ouais. Je ne sais pas. Oui, c'est bon. C'est parfait. Oui, c'est bon. Merci. Je mets mon phone parce que ça améliore. Pas seulement ça, merci de votre présentation, Étienne. Pas seulement la vôtre, mais les deux intérieurs, surtout l'intérieur de Gilbert, m'a fait penser justement à cette question, pas seulement de la terminologie, la question du propos de l'analyse. Parce que pour l'interprète, et j'ai vu ça, j'ai vécu ça au Men's College of Music, j'avais le Schenkerian Analysis avec Carl Schachter. Et donner deux cours, celui de Schenkerian Analysis et l'autre d'analyse pour les interprètes. Analysis for performers. Et il nous donnait un peu la permission de n'être pas trop strict justement dans notre analyse, dans notre approche analytique, dans les cours d'analyse pour les interprètes par rapport à celui de Schenkerian Analysis, parce que notre propos était toujours de découvrir, comme Gilbert a bien dit, j'ai aimé écouter ça, on avait le plaisir justement d'analyser, de rentrer dans la pièce qu'on était en train de visiter ou surtout de jouer finalement. Et alors il était très ouvert et c'est ça ce que j'ai senti, je veux que vous me confirmez. En effet, quand on donne la permission justement, cette malléabilité d'une analyse vers une performance, vers une interprétation qui va construire une performance. Ça veut dire qu'on a toujours besoin d'une forme, d'une structure, de la direction du discours, du contour, pas nécessairement en utilisant les termes précis. Et parfois même en inventant les termes. J'ai interviewé Ursula Opens, qui utilise par exemple les termes ostinato simplement parce qu'il y a un motif qui se répète plusieurs fois. Elle s'appuyait dans ces motifs pendant la pièce qu'elle était en train d'analyser, mais pas nécessairement on appelle ça un ostinato, mais elle s'est permis d'appeler ça comme ça parce que ça fonctionnait pour elle, quelque chose qui l'a soutenu pendant son interprétation.
sa performance. Et je voudrais savoir si vous pouvez parler d'une façon pratique dans votre expérience sur ça, sur cette ouverture, on va dire, en fonction de la fonction de l'analyse. Oui, alors bon, ici, comme je l'ai dit, hein, l'analyse occupe une partie du cours seulement. Ce n'est pas un cours proprement parlé d'analyse. Donc, effectivement, je ne rentre pas tellement dans des termes trop précis ou trop techniques, ni ceux qui feraient peut-être référence à Schenker, Kaplan ou d'autres. C'est vrai que même les questions phraséologiques, bon, on les élude assez rapidement au fond, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'y rentrer en détail, et de toute façon, ils ne les connaissent pas. Et je ne sais pas si ce sera toujours extrêmement utile pour eux. C'est vrai que moi, j'ai enseigné l'analyse aussi dans des cours pour des instrumentistes, mais l'analyse pure, on avait 3 heures, par exemple, au CRR de Paris, consacrée à l'analyse pure et dure, et c'était un cours assez différent au fond, même s'il m'arrivait aussi d'étudier cette mazurka qui était remarquable. Alors, effectivement, on est dans le passage culturel aussi, dans la transmission de culture, dans la transmission d'esthétique, dans la transmission d'un contexte. Hein. Voilà, on essaye de retranscrire aussi un contexte d'écriture, un contexte personnel, un contexte social, un contexte politique, évidemment. Chopin, c'est quand même un exilé, c'est un immigré qui fuit la Pologne, qui est dans une situation extrêmement grave en 1830, bon, 32, 33 aussi, bien sûr, toujours, il ne rentre pas. Donc, effectivement, les questions analytiques, là, elles ne sont pas trop techniques. Elles sont là comme un appui, comme une illustration d'éléments esthétiques et socio-culturels. Alors, il y avait une deuxième question. Je vais ouvrir. C'est Tabo 627, je ne sais pas trop. Jean-Pierre aussi, d'ailleurs. Et après. Oui, excusez-moi, c'est Margaret Dobby, mais on ne m'a pas demandé mon nom. Donc, moi, je suis professeure de culture musicale au Conservatoire à rayonnement départemental de Pau. En fait, cette présentation, merci pour cette présentation, parce que je suis en train de refonder donc, les cursus et du coup, la question de est-ce que la culture musicale en fait, doit être présentée en tant que telle, ou est-ce que il serait plus utile de garder histoire de la musique avec commentaires d'écoute et analyse d'un côté, est une question qui est vraiment d'actualité pour moi. Donc la question d'avant était un petit peu a aussi répondu aussi à la mienne, mais j'avais un peu l'impression finalement que au contraire vous restiez plus sur l'analyse proprement dite, même si vous n'allez pas effectivement forcément beaucoup dans le détail, mais bon, je me posais la question de combien de séances en fait vous restiez sur cette œuvre, parce que vous aviez dit qu'elle était centrale dans votre présentation, et je me demandais vraiment en fait s'il n'y avait pas finalement en réunissant les différentes matières, est-ce qu'on n'allait pas un peu trop vite en fait sur chacune? Oui, bien sûr. On va très vite. On n'a pas beaucoup de temps parce que le cursus donc, de DEM instrumental prévoit une année à suivre, un cursus de 2 heures, une année seulement de culture musicale. J'ai enseigné dans d'autres conservatoires où il fallait parfois suivre 2 enseignements de culture musicale de 2 heures chacun. Donc effectivement, selon les dispositions du conservatoire, c'est très variable. Bon, au total, il y a en fait seulement 8 heures de culture musicale dans un CRR, ce qui est très peu. On prend Toulon, par exemple, il y a 32 heures de culture musicale. On prend Marseille, il y a 16 heures de culture musicale. On prend Avignon, qui est un petit CRR. Il y a, même si ma mémoire est bonne, 10 heures de culture musicale. Aix-en-Provence, qui est un CRR plus grand que celui d'Avignon et plus grand par rapport à ses grands élèves que celui de Toulon, eh bien, a pratiquement 2 fois moins comparé au nombre d'élèves
d'enseignement de culture musicale. Donc oui, on va très vite. Et moi, je passe une séance de 2 heures sur cette œuvre-là, ce qui est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup, étant donné que je pars du XVIIe siècle et j'arrive au début, à l'orée du XXe siècle. Et du coup, vous avez vous avez juste une seule année, donc, moi, j'ai pas, puisque vous avez cité beaucoup de conservateurs différents, mais du coup, Oui, voilà, sur un an, d'accord. Ok. oui, Et après, dans la nomenclature telle qu'elle a été mise en place en 2017 par rapport à la demande de création d'un poste qui était formulée à la mairie, c'était une année pour les CEM. Donc ça, ce sont mes collègues qui s'en occupent et c'est vraiment très, très général. En fait, ça balaye 1 heure, une année, mais toute l'histoire de la musique. Donc c'est ultra général. Et moi, je fais une année, 2 heures donc pour les DEM. d'accord. Et actuellement, en fait, au Conservatoire de Pau, ils peuvent choisir entre histoire de la musique et analyse, donc avec les 2 matières séparées. Donc ça, c'était de manière traditionnelle, mais c'est vrai que c'est au moins 2 années. Donc on peut aller un peu plus loin aussi, c'est vrai, dans cette analyse, mais c'est vrai que je me posais la question de comment arriver à ne pas à relier plus les matières, puisque souvent, en fait, c'est un reproche aussi qu'on fait de segmentation des savoirs. Oui, ça, moi, je suis assez d'accord, hein. Cette segmentation-là, je l'ai connue quand j'enseignais à Bobigny en particulier. Donc, c'était quelque chose qui existait à l'origine. Et en arrivant à Aix-en-Provence, je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment plu, hein, de cette idée qui était l'idée du directeur. Ce n'était pas la mienne au départ, puis c'était une idée d'économie. Il ne faut pas se le cacher non plus. Bien sûr, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, cette idée d'économie m'a semblé finalement assez bénéfique sur le plan de la connexion des savoirs, parce que effectivement, les classes purement analytiques ou purement historiques, peut-être pourraient donner chez ces élèves le sentiment qu'il y a une sorte de déconnexion entre l'un et l'autre. Bon. Et là, j'essaie de rassembler tout en faisant beaucoup de références aussi à l'esthétique, aux autres arts, à la politique, à l'histoire culturelle. C'est quelque chose qui me semble important. Et on trouve des preuves dans l'analyse de tout cela aussi. On trouve des preuves quand on relit Schlegel à Chopin. Ici, je crois que c'est je ne pense pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui fait réfléchir, je pense aussi, nos élèves. Alors peut-être à Pau, vous avez 16 heures, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, je peux assurer sur un temps plus long, en fait, pour les élèves instrumentistes, là, vraiment aussi. Et Oui. pour les élèves qui passent le DEM instrumentiste. Oui, tandis qu'à Aix, bon, on a très peu d'heures et puis en plus, j'ai énormément d'élèves. Par exemple, dans l'UV2, on a 32 élèves cette année sur 2 groupes. Donc, ouais. C'est vraiment, c'est tout à fait important et on ne peut pas vraiment faire du travail individuel. Est-ce qu'il y a une question de Jean-Pierre Bartoli? Oui, merci beaucoup. Donc, je voudrais. Les 3 interventions m'ont inspiré, en fait, 3 réflexions. On voit bien la disparité des publics à qui on s'adresse. On voit bien aussi le problème de la disparité des niveaux et donc des obligations d'ajuster notre curseur de technicité en fonction des publics et puis aussi des fonctions des situations, parce qu'il est évident que dans un cours de culture musicale, si on respecte la volonté de culture musicale, effectivement, la question de la part de l'analyse peut se poser effectivement. Mais ce qui est un peu sous-jacent aussi dans les 3 interventions, il me semble que l'analyse musicale aujourd'hui n'a plus le statut qu'elle avait il y a une dizaine d'années, voire plus. Et en fait, je discerne 3 hostilités. Une hostilité qui a été clairement exprimée par Sylveline, qui est la question des publics hostiles. Notre public peut être hostile à l'analyse. Bon, mais ça, c'est notre métier. Sylveline a montré comment elle résolvait probablement avec grande virtuosité la chose.
Et en même temps, bon, c'est effectivement un domaine où on a véritablement une prise. Dans le fond, c'est à nous de les convaincre et nous avons des méthodes pour y arriver. Mais il y a deux autres hostilités qui me semblent, deux autres types d'hostilités qui me semblent plus problématiques à l'heure actuelle pour l'analyse musicale. La deuxième, c'est l'hostilité institutionnelle. C'est-à-dire que je constate que des facultés de musicologie en France font disparaître l'analyse, font la disparaître aussi bien comme cours. Je constate qu'il y avait des classes d'analyse musicale dans les conservatoires et que donc maintenant il y a un seul régime qui s'appelle culture musicale. Mais ce qui me paraît presque plus inquiétant aujourd'hui, c'est la contestation de l'analyse à l'université. Et donc ça, je ne sais pas comment réagir face en tant que société, et nous tous, il faut peut-être qu'on en discute. Et puis la troisième hostilité actuelle me semble une hostilité idéologique qui me semble assez marquée et qui m'inquiète un peu parce que je me demande si elle n'est pas en train d'augmenter, peut-être à la faveur de certains débats dont nous avons pu en discuter, par exemple sur Midi-Sorbonne, ce refus de l'analyse. Ce refus de l'analyse qui repose sur la conviction que la musique, ne pouvant pas être autonome, complètement autonome, elle n'est que le reflet d'un contexte et que donc l'analyse musicale ne dit rien de l'œuvre si on la sépare du contexte. Donc l'analyse musicale est quelque chose d'extrêmement annexe par rapport à une réflexion qui doit être beaucoup plus culturelle. Alors, moi, ces trois thèmes-là m'interpellent énormément en tant que représentant d'une société française d'analyse musicale aujourd'hui. Donc, j'aimerais voir un petit peu la réaction de chacun. Est-ce que tout le monde sent ça dans ces établissements, cette hostilité institutionnelle, cette hostilité idéologique? Comment chacun y réagit? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir quelques propos là-dessus. Mais je voudrais juste d'abord ajouter une quatrième hostilité. C'est déjà beaucoup, mais la quatrième me semble assez grave et aussi très actuelle. Et les trois interventions que nous avons eues, en gros, c'est du répertoire européen d'une même période. Et c'est donc, j'ai envie de dire, le choix du corpus. J'ai envie de dire, il y a 50 ans, on aurait pu pratiquement dire la même chose au niveau du corpus. Et d'une certaine façon, une sorte d'autonomie de ces disciplines sur toujours un même répertoire. Donc, je ne veux pas ouvrir un débat très violent en ce moment, notamment aux États-Unis, mais je pense qu'on ne peut pas en faire l'économie non plus. On l'entend aussi. Alors, Étienne voulait dire quelque chose. Étienne ? Oui, effectivement, Jean-Pierre, je confirme tout à fait ce que tu dis, c'est-à-dire que dans mon université, en effet, il n'y a plus de cours libellés analyse. Il n'y en a plus depuis la dernière maquette qui a été mise en place il y a 3 ans. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait plus du tout d'analyse. Il y a de l'analyse qui se glisse dans des travaux dirigés qui s'appellent transcrire, harmoniser, etc. Enfin, il y a quand même un substrat analytique qui survit, mais il est vrai que l'analyse en tant que discipline autonome et en tant que théorie de connaissance, en tout cas du musical propre, a disparu dans mon université, tout comme d'ailleurs l'histoire de la musique est en train également va probablement disparaître selon le vœu d'une partie de mes collègues, en tout cas à partir d'une prochaine. Question de Michael Blum. J'ai une question. Alors c'est... excusez-moi. Oui, j'ai une question. Je soupçonne que les compétences auditives sont insuffisantes aujourd'hui. Oui, bien. C'est vrai. Les compétences auditives, toujours, sont insuffisantes pour l'analyser. Il n'y a pas de l'art de harmonisation des chants non figurés, par exemple. Oui. Il y a le problème de professionnalisme. Qu'est-ce que vous dites?
Qu'est-ce que vous pensez? Hmm. Culture, c'est très bien. Le contexte culturel, c'est très bien, très progressif. Mais il y a le problème des compétences professionnelles. C'est ce que vous sentez, vous, dans votre université aux États-Unis, Hilda? Il est partout, tout le monde. Michael Bloom voulait intervenir. Oui, en fait, voilà, je suis quand même assez jeune, hein, pour ne pas vous mentir, et moi, l'analyse musicale, à la base, moi, je viens d'un cursus en Belgique d'histoire de l'art, et l'analyse musicale, ça a été avec Monsieur Rens, Jean-Marie Rens, et l'écriture musicale avec Monsieur Communotto. Mais ça a été après mes études, donc pour revenir sur justement la difficulté d'essayer de concilier les choses, en Belgique, moi j'avais pu constater qu'entre histoire de l'art et musicologie, par exemple, il n'y avait pas de grande disparité. Donc j'avais suivi un cursus très basique, etc. Alors, les réticences maintenant, parce que je ne vais pas raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça, les réticences vis-à-vis de l'analyse musicale, elles me semblaient de l'ordre des réticences en mathématiques. On est des fois dans l'abstraction rejetée de manière assez systématique pour des raisons qui ont peut-être, justement, qui sont de l'ordre de l'abstrait. Je ne sais pas si on pourrait peut-être essayer de résoudre ce problème-là auprès de plus jeunes qui, des fois, se disent à quoi bon, puisque de toute façon, l'exécution me suffit, la compréhension d'une œuvre dans sa profondeur en tant qu'interprète, bon, je la découvrirai au fur et à mesure. Voilà. Mais honnêtement, il faut quand même, bon, comme je dis, je n'ai pas les épaules que vous avez pour la plupart tous. Hein, je suis un peu nerveux même de m'exprimer parce que bon, je suis vraiment un petit kidam par rapport à certains d'entre vous. Mais il y a, ne serait-ce que vis-à-vis de la vision de l'histoire, même de l'histoire culturelle, donc l'impact, toute la question socio-économique, tout l'impact politique, etc., qui fait qu'à chaque période, l'art qui lui est associé est lié à cette période historique. On ne peut pas faire le distinguo. Monsieur qui est intervenu tout à l'heure disait l'oreille, l'oreille. Mais oui, ça c'est une chose, mais il ne faut quand même pas oublier l'histoire de la musique. Et ça, c'est quelque chose que peut-être à un moment, on va voir comment disparaître au profit d'une analyse qui est peut-être trop rigoriste par moment. Je reviens sur la première intervention avec quelqu'un qui justement essaye d'avoir un côté très dynamique, très interpellant auprès des étudiants pour créer cette réponse de la part d'étudiants qui ont des disparités, qui des fois peuvent même avoir des complexes, certaines difficultés d'apprentissage, hein, puisque ça a été souligné, hein, simplement. Moi, j'ai par exemple des étudiants qui peuvent être dysorthographiques ou enfin voilà, des 10, il y a plusieurs types, voilà, je ne suis pas spécialiste en la matière, qui me sont signalés et pour lesquels j'essaie de faire le maximum. Il me semble que la transmission du savoir aujourd'hui peut vraiment être dans l'enseignement supérieur fort, comment dire, déterminé par l'enseignement qu'on a eu en humanité. Et ça peut vraiment être très déterminant. Donc, des fois, je me dis, dans quelle mesure est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ces matières-là beaucoup plus jeunes? Ce qui a été dit par le second intervenant, qui parle d'enfants qui, des fois, ont 10 ans, etc., qui commencent déjà cette matière. Bien sûr, c'est évidemment la différence entre l'université et le conservatoire, où on ne prend pas du tout les publics au même âge, bien sûr. Il y avait une question de Nathalie Hérold aussi. Oui, là j'ai activé mon micro, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, c'était juste pour réagir et donner peut-être un témoignage par rapport à des discussions
qui peuvent se poser, par exemple, lorsqu'on liste l'ensemble des disciplines qui traitent de la musique. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec certains collègues. Voilà, on souhaitait lister ces disciplines, et c'est vrai que quand on est arrivé à la question de l'analyse, il se pose légitimement la question de savoir si l'analyse, par exemple, est inclue dans la musicologie ou non. Est-ce que la musicologie inclut l'analyse? Ça m'a un peu interpellée de la même manière que Étienne expliquait qu'effectivement l'analyse pouvait se trouver inclue dans des questions de culture musicale et du coup perdre son étiquette, parce que comme il l'a très bien dit, on traite de questions basiques d'analyse, mais sans dire que c'est de l'analyse. Donc du coup, je me posais aussi un petit peu la question, une question ouverte, hein, je réfléchis à haute voix, hein, mais la question de l'inclusion de l'analyse dans la musicologie, qui est effectivement légitime, parce qu'on parle aussi de musicologie analytique. Effectivement, c'est une branche, une approche musicologique particulière qui peut se défendre. En même temps, Nicolas Gibert nous disait tout à l'heure, et c'est là que j'aimerais mettre justement le doigt sur ce paradoxe, il dit « Nous sommes 3 professeurs d'analyse, nous sommes tous les 3 compositeurs, mais aucun n'est musicologue ». Donc du coup, je me pose peut-être avec vous tous la question aussi de cette autonomie relative de l'analyse, parce que dans le milieu universitaire, souvent, ça nous semble assez évident que l'analyse, c'est de la musicologie analytique, mais je vois qu'à priori, c'est pas... Voilà, tout le monde ne pense pas de cette manière-là, donc la question de l'autonomie d'analyse, elle se pose aussi... voilà, c'est une autonomie relative et il me semble que les situations dont on a parlé aujourd'hui sont relativement diverses. Donc voilà, ma remarque portait juste, c'est une remarque, voilà, ça n'a pas forcément de réponse, mais voilà, la question de la disparition peut-être de l'étiquette ou de la terminologie analyse musicale, c'est-à-dire qu'en fait, on va voilà, sensibiliser à des questions analytiques, mais sans en parler et perdre son étiquette quelque part, c'est un peu perdre son identité. Voilà, c'est ce que je me disais en fait. Voilà, faisant ces liens. Je sais pas si quelqu'un il y a une réponse de Nicolas Gilbert. Oui, bonjour. Ce n'était pas tellement une réponse. Je peux répondre. Écoutez, moi, je suis conscient de ce paradoxe et j'en bénéficie personnellement parce que je suis extrêmement heureux et je me considère tous les jours privilégié d'avoir la chance d'enseigner l'analyse. Je veux dire, j'en ai fait quand même beaucoup avant. Ce que je voulais dire pour moi à propos de l'hostilité pour l'analyse, c'est vrai qu'il y a un problème. Moi, je ne ressens pas une hostilité institutionnelle chez moi au conservatoire parce que je sens que j'ai un certain contrôle. On est une si petite école qu'on peut, si je ne suis pas heureux, je ne reste pas heureux. J'essaie de ne jamais rester trop malheureux trop longtemps. Alors, mais il y a un enjeu de séduction. Et puis ça, c'est vrai. Il faut, puis bon, comme compositeur de musique contemporaine, on est habitué, parfois, il faut séduire, pas nécessairement dans sa musique, mais autrement. Et ce que moi, je me rends compte dans une école comme la mienne qui vise essentiellement à former des musiciens d'orchestre qui vont sortir du conservatoire et qui vont gagner une audition d'orchestre tout de suite. Donc, on forme des professionnels. Et c'est l'idée du conservatoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'analyse là-dedans? Pour moi, dans mon entreprise de séduction, d'axer beaucoup sur la perception, de justement faire beaucoup d'écoutes, comparer des écoutes et aussi d'impliquer mes collègues, certains de mes collègues qui pratiquent des formes d'analyse dans leur carrière d'interprète, de soliste, de chef, et de les incorporer, de les inviter dans mes cours et d'avoir une diversité d'approches théoriques aussi. De parler, de phraser, c'est de la séduction, mais de parler, d'employer ces mots-là qui font partie du quotidien de justesse de phraser pour les interprètes, tout en faisant de l'analyse et d'avoir une diversité d'approches. Parce que là, je vais parler comme si je faisais juste du Kaplan, mais on s'intéresse beaucoup aux travaux de Jean-Jacques Nattier, par exemple, qui est ici, et on présente ces analyses-là, on lit ces ouvrages-là. Et donc, il y a une séduction qui passe nécessairement par une multiplicité d'approches. Et moi, je la comprends, cette hostilité-là, et je la vis au quotidien dans l'enseignement, mais je pense qu'avec la séduction puis le travail d'équipe dans le corps professoral, si on travaille tous ensemble puis qu'on comprend ce que tous on veut faire dans chacun de nos cours, on arrive à placer cette discipline-là dans un bon contexte à l'intérieur de l'école. Bon, la société en général, c'est une autre histoire. J'en profite pour vous remercier. Moi, je devais devoir quitter parce que je dois enseigner tout à l'heure.
Donc, dans 5 minutes, je vais devoir quitter, mais je vous remercie. Bien, merci beaucoup. C'est l'occasion d'ailleurs de nous montrer le planning qui fait qu'il est déjà 19 h. Donc, nous pourrons malheureusement pas prendre d'autres questions. Il y avait quelques-unes qui étaient prévues, mais on va en passer à tout à fait autre chose et de très sympathique, qui sera la remise des prix.